Eh bien, bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend ce qu'il est approprié de dire à cette heure-là. Je vais juste vérifier mon micro, je vais basculer sur l'autre, je pense. Est-ce que le son est encore au bon niveau? C'est pas mal, normalement c'est celui-là, tout va bien. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous allez bien? Je sais pas trop combien vous êtes, mais je pense qu'on va commencer... tranquillement. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dernière vidéo sortie sur la chaîne Le Réveilleur, pour ceux qui ne suivent pas. Et je peux peut-être vous montrer, voilà, dernière vidéo sortie sur la chaîne, qui est sortie il y a 8 jours. 8 jours déjà, le temps passe, et il n'y a pas eu de vidéo publiée depuis. Et où on parlait de cet argument de la concentration du CO2 dans l'atmosphère. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à ajouter? Comme ça, je pourrais embrayer un peu sur ce que vous mettez sur le chat, en plus de vous raconter plein de choses pertinentes, évidemment. Alors, ouais, une vidéo qui n'a pas très bien performé, mais c'est une vidéo assez courte sur un sujet peut-être qui intéresse un peu moins. Sur les 10 dernières vidéos, elle est 8e, parce que YouTube nous permet de regarder sur une même période de temps les performances des 10 dernières vidéos. Et vous voyez là qu'elle a déjà fait un peu mieux que celle de résumé sur l'entropie. Bon, en même temps, l'entropie, voilà, c'est peut-être pas le sujet le plus sexe. Et sur la même période, elle se sent mieux que le cerveau destructeur aussi, mais après, elle est derrière les autres. Forcément, quand on met le Raptor ou Jean Covici en miniature, ça fonctionne un peu mieux. Et dans les 10 dernières, ouais, il y a eu quand même le charbon et ses impacts. Je fais des vidéos qui font pas beaucoup, qui font pas souvent 100 000 vues quand même. Alors que j'ai 200 000 abonnés. Je sais pas, je fatigue mes abonnés peut-être. Gisèle et Mokaiser n'ont pas regardé. Oh là là. Ben vous pourrez la regarder après. Après, je peux la résumer très vite. Vidéo plutôt chouette, même si j'ai pas vraiment l'impression d'apprendre grand chose. Alors, bonjour. Il y a quand même différentes choses à dire. Déjà, on a tenté un format un peu différent et j'ai travaillé avec Michael de la biologie fait des vidéos que j'essaye d'employer à mi-temps parce que j'ai pas des ressources d'argent illimitées. Mais voilà, si vous voulez plus de partenariats et plus de vidéos, n'hésitez pas à soutenir la chaîne financièrement. Plutôt sur Tipeee, non, même plutôt sur KissKissBankBank que sur Tipeee, et plutôt sur Tipeee que sur Twitch. Donc voilà, on a travaillé avec Michael, et l'idée c'était de prendre un argument un peu bateau et de regarder, de faire une vidéo assez courte dessus. Au final, ça fait quand même 14 minutes, on pourrait en faire une version en 2 minutes peut-être. Il y a quelqu'un qui suggérait ça en commentaire. Donc il y a quelques innovations, notamment Michael a été faire un micro-trottoir où il demandait quelle était la concentration en CO2 dans l'atmosphère. On avait pas mal de mauvaises réponses. On pourrait revenir là-dessus parce qu'il y avait des commentaires qui discutaient un peu de ça. Et après voilà, on présente... alors je montre un autre exemple, un exemple aux États-Unis que Michael a trouvé, où il y a un membre du Congrès qui demande un panel d'experts, alors sur la réduction du CO2 dans les transports, mais quand même un panel d'experts politiques, quoi. La concentration en CO2 dans l'atmosphère, et là aussi on voit qu'ils sont assez off. Et ensuite on voit, ouais, on explique vraiment quelle est la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et après, en fait, ce qui est intéressant avec cet argument climato-sceptique, c'est que la manière dont certaines personnes utilisent la concentration en CO2 pour remettre en question le changement climatique, c'est la suivante, c'est de dire, ok, le CO2, en fait, il y en a peu en concentration dans l'atmosphère. On le met dans la vidéo, on doit être à 420 ppm, quelque chose comme ça aujourd'hui. Un poil plus, je crois. Et donc ça fait 0,04%. Donc vous voyez que en pourcentage de molécules, si vous en chopez une au hasard, vous allez quand même devoir faire quelques essais avant de tomber sur une molécule de CO2. Et après, cet argument climato-sceptique, il repose sur l'intuition de, ok, un truc qui est pas très concentré, il peut pas avoir beaucoup d'effets. C'est vraiment ça, en fait, le cœur de l'argument, c'est un truc irrationnel qui est une intuition de... on a l'impression que pour qu'une chose ait beaucoup d'effets, il faut qu'il y en ait beaucoup, quoi. Et après, on regarde, on a même fait une petite expérience, là aussi c'est une nouveauté sur la chaîne, c'est Michael qui a fait une petite expérience où il met
de l'encre dans l'eau. D'une solution d'encre de Chine. Vous voyez que la différence est visible alors qu'il n'y a que 0,028% d'encre. Et dans celui-ci, j'ajoute 420 ppm. Vous voyez que c'est devenu plus opaque que le récipient précédent, et c'est bien normal car j'ai ajouté 50% d'encre en plus. Et je n'ai pas choisi ces valeurs. Donc là, l'idée de ce passage, c'était vraiment d'avoir un exemple où là, on constate visuellement que des très petites quantités ont un effet, quoi. C'est pas du tout pour dire que l'effet de serre fonctionne comme ça, et on donne d'autres exemples, dont un où on s'est un peu planté sur le calcul, mais on parle de la quantité d'alcool dans le sang, on parle de... Alors le classique, c'est la toxine botulique, parce que c'est une toxine qui est mortelle pour l'homme à très très petite quantité, hein, vous voyez, 0,001 ppm, donc c'est vraiment minuscule. Et donc voilà, on attaque vraiment l'argument sur cet angle-là de... en fait, c'est pas parce que c'est une petite quantité que ça implique que ça ne puisse pas avoir de gros effets. Et après j'ai rajouté, vous me connaissez, hein, j'ai rajouté des couches et des couches, même sur une vidéo assez courte, j'ai reparlé un peu de la vapeur d'eau parce que c'est un élément qui est mal compris. Et d'ailleurs quand je lis les commentaires, je vois que c'est toujours mal compris, ce qui est un peu désespérant. Mais... Et l'idée, ça serait de faire de temps en temps des épisodes comme ça, en identifiant des sujets qui intéresseraient la communauté. Donc après, j'ai utilisé un petit outil qui s'appelle Police, et on va regarder un peu ce que ça a donné. Donc voilà pour introduire rapidement la vidéo à ceux qui l'ont pas vue. Je vois que Néolithisme me dit vidéo plutôt chouette, même si je n'ai pas vraiment eu l'impression d'apprendre grand chose. Et c'est ma première fois ici, merci pour ton travail. Ben, de rien, de rien, de rien. C'est vrai que bon, pour les habitués de la chaîne, c'est pas... Ouais, il y a probablement peu de connaissances nouvelles, ou pour des gens un peu renseignés. Et Gajira dit on a tendance à répondre n'importe quoi avec un micro sous le nez, micro-trottoir pas nécessaire. Alors micro-trottoir pas nécessairement, bon, déjà c'est... Ouais, c'est... On peut se poser la question de qu'est-ce que ça apporte. C'est intéressant parce que ça permet de montrer effectivement que... En fait, cet argument climato-sceptique, il peut marcher sur certaines personnes parce qu'elles n'ont pas nécessairement l'information sur la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Et du coup, s'ils répondent 40% par exemple, et qu'il y a un climato-sceptique en face qui leur dit non, c'est 0,04%, ça peut les mettre un peu en difficulté. Ils peuvent se demander, ok, mais du coup, parce qu'en plus, la réaction de cette jeune femme, par exemple, c'est de dire, mais du coup, c'est pas vrai le changement climatique quand Michael explique la bonne concentration. Donc, c'est une manière de montrer un peu ça, la manière dont c'est utilisé, et aussi le fait que cette information n'est pas très connue. Alors vous pouvez me dire oui, c'est pas une démonstration, hein, parce qu'on a quelque chose qui n'est pas représentatif. Et on peut se dire aussi que cette information, elle n'est pas très importante si il n'y a pas cette mauvaise intuition après qu'une petite quantité n'a pas de gros effets. Mais dans la construction de la vidéo, ça permettait de montrer quelque part que cette concentration n'est pas bien connue et que c'est pour ça que ça laisse une porte d'entrée à un mauvais argument qui découle d'un mauvais raisonnement. Après, on peut dire que ça égaye un peu la vidéo, etc. Il y a eu des remarques aussi dans les commentaires sur le fait que notre système éducatif n'est pas à la hauteur, que ça devrait être une connaissance que plus de personnes ont, notamment parce qu'on l'enseigne à l'école. Alors je pense qu'on l'enseigne encore à l'école, mais moi de tout ce qu'on m'enseigne à l'école, il m'en reste pas tant que ça. Donc ça pose des questions sur qu'est-ce qu'il faut retenir sur le changement climatique, par exemple. Ça, c'est une question que je trouve assez intéressante. Parce que finalement, si je croise quelqu'un qui sait qu'il y a un changement climatique, qu'il est d'origine humaine, qu'il est grave, et qu'on doit y faire quelque chose, vous voyez que politiquement, je peux faire quelque chose avec cette personne. Et si, en particulier, si elle a confiance dans les experts scientifiques, etc., on peut travailler avec elle. Et si cette personne n'a pas des connaissances techniques un peu précises, comme la concentration en CO2 dans l'atmosphère, ou le rôle spécifique de la vapeur d'eau, c'est pas forcément grave. C'est pas forcément grave. Déjà parce qu'on peut pas avoir toutes les connaissances sur tous les sujets qu'on doit traiter. C'est un peu inconcevable dans une démocratie et dans un système aussi compliqué qu'aujourd'hui. Donc ça suppose que pour plein de choses, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on délègue notre connaissance, on fait confiance à des tiers,
à des politiques, à des journalistes, à des scientifiques, et c'est là qu'on peut parler hein, de toute la crise de confiance qu'il y a envers ces acteurs et de ce que ça implique pour une démocratie. Mais moi personnellement, je connais très bien le changement climatique. Il y a plein d'autres sujets que je connais mal, et on ne peut pas exiger que je connaisse je sais pas, le taux de fer dans le sang avant de réfléchir à ce qu'on devrait faire dans notre système de santé. Enfin, je prends un exemple peut-être un peu bête, mais vous voyez l'idée. Et alors, pourquoi cette information, elle peut être intéressante à avoir en tête? Bah, si cet argument climato-sceptique est beaucoup utilisé, par exemple, ça peut être une information qu'on veut diffuser davantage pour répondre à cet argument particulier. Donc en fait, quelque part, les connaissances qu'on devrait essayer de diffuser, c'est un peu pour boucher des portes d'entrée faciles à des personnes qui voudraient faire de la désinformation. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Grimberg Hugh dit c'est pratique parce que parfois on n'a pas les personnes sous le nez, on veut donc leur envoyer un lien qui leur expliquerait des choses, et si jamais ils le voient 50 minutes ou 1 heure, ça décourage, alors que là le format est raisonnable et ça se partage facilement. Ouais, il y a eu plusieurs fois ce type de commentaire. Alors Toms 1381, il a une bonne remarque, il dit en fait moins il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus l'homme peut avoir un impact sur cette concentration si on émet du CO2. Et ça c'est vrai que c'est un point qui est revenu plusieurs fois dans les commentaires et qui est hyper pertinent et qu'on n'a pas du tout pensé en faisant la vidéo, parce qu'on n'a pas passé des plombes sur cette vidéo, mais même dans ce qu'on lisait, il n'y avait pas trop cet aspect. Et c'est vrai que c'est un argument qui est intéressant, c'est de se dire ok, mais aujourd'hui l'homme il a augmenté de 50% la concentration en CO2 atmosphérique, et c'est justement parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans l'atmosphère qu'on peut l'augmenter rapidement d'un point de vue relatif. Vous voyez, si le CO2 c'était 40% du CO2 atmosphérique, bah, ce qu'on aurait ajouté dans l'atmosphère, on serait passé de 40% à 40,01%, et donc l'effet sur le climat serait probablement très, très éloigné. Après, il y a eu d'autres remarques aussi qui ont dit que là on s'est concentré sur une concentration, et en termes de concentration c'est faible, mais si on regarde sur la totalité de l'atmosphère, ça reste des quantités importantes, hein. Les émissions humaines annuelles de CO2, c'est plusieurs dizaines de milliards de tonnes, de l'ordre je crois de 40 milliards de tonnes de CO2 chaque année, et évidemment plus si on prend en compte les autres gaz à effet de serre. Donc on est quand même dans des trucs de milliards de tonnes. Des milliards de tonnes, c'est des grandes quantités, hein. C'est des grandes quantités de matière, parce qu'on brûle des grandes quantités de ressources fossiles, hein. C'est pour avoir une idée, chaque année on extrait du sol 8 milliards de tonnes de charbon, et les cendres, les résidus de la combustion, les cendres de charbon, c'est pratiquement autant de quantité de déchets que l'ensemble des ordures ménagères du monde. On n'est pas très loin du même ordre de grandeur. Regardez la vidéo sur les impacts du charbon, c'est super fun fact. Donc voilà, il y a ces deux choses-là dans les retours qui étaient pertinentes, qui auraient pu être dans la vidéo. C'est de montrer un peu que dans l'absolu, ça reste des quantités importantes, et que ce qu'on émet hein, de notre société industrielle, 7 milliards de petits humains qui se donnent du mal, hein, ça reste des quantités qui sont phénoménales. Et que c'est parce qu'il y a seulement 0,04% que on a pu, en 250-300 ans, augmenter de 50% la concentration en CO2 atmosphérique. C'est pas mal une augmentation de 50%. Si j'avais ça sur mes vues, mes abonnés ou mes revenus à la fin du mois, je le verrai. Et Nolitis dit, oui, en vrai, peu importe qu'on sache la proportion exacte en soi, très bonne vidéo de l'argumentarium sur pourquoi les complotistes ne réfléchissent pas plus mal que nous d'ailleurs. Alors j'ai vu la vidéo de l'argumentarium, c'est une vidéo intéressante. Après, pour avoir beaucoup discuté avec les climato-sceptiques, je pense que ça rate un peu des effets de groupe, des effets sociaux, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est des personnes qui se renseignent plutôt bien sur Quand on discute avec des climato-sceptiques, par exemple, c'est rare qu'elles se contentent de leurs préjugés. Elles ont cherché un petit peu, elles ont trouvé des arguments qui sont des mauvais arguments, ils n'en ont pas forcément conscience, mais ils ont été au moins chercher ces arguments, quoi. Autre particularité de cette vidéo par rapport à d'autres que j'ai pu avoir sur la chaîne, c'est qu'il y a eu beaucoup de commentaires, surtout pour une vidéo assez courte. Attendez, je vais regarder vite fait pour vous donner une idée. Je sais pas si je peux vous montrer ça. Ce qui est évidemment. Est-ce que je peux vous montrer ça sans vous montrer trop de mes secrets? Je crois. Je vais vous montrer ça.
Donc là, vous voyez, c'est une vidéo qui a fait à peu près 30 000 vues. Il y a 1263 commentaires. Et sur celle de Résumé de l'entropie, qui a fait 27 000, il y en a 132. Et bon, celle de Jean Covici, il y a beaucoup de commentaires aussi. Mais vous voyez, 80 000, 438 commentaires. Et puis évidemment, il y en a pas mal sur la vidéo du Raptor. Mais elle a fait 5 fois plus de vues, elle a 2 fois plus de commentaires. Le nombre de commentaires par vue, il est assez important ici. C'est des vidéos qui font assez réagir. Il y a des personnes qui se répondent dans les commentaires. Beaucoup de commentaires climato-sceptiques, ça aussi c'est étonnant. Alors je vais juste répondre à JisL, 50% d'augmentation, depuis quand? Parce qu'il me semblait qu'on était à 210 en pré-industriel, donc 100% d'augmentation en 200 ans. Non, on était à 280 en pré-industriel, on est à 420, donc 420 moins 280, ça fait 140, ça fait 50%. Je sais pas si on peut choper vite fait un graphe, mais je pense qu'on peut choper vite fait un graphe. Ouais, pré-industriel, on est plus, ouais, 1750, ouais, si, 280, on n'est pas loin des 280. Non, pour moi, on est vraiment plus proche des 50%. Oui, une augmentation de 50%. Et du coup, ça veut dire que par rapport à l'actuel, on est responsable du tiers de ce qui est actuellement dans l'atmosphère. 140 sur 420, quoi, en gros. Et en fait, si on regarde là-dedans, parce qu'on a tout ça, vous pourrez regarder les vidéos sur le cycle du carbone, mais si on regarde là-dedans, on se rend compte aussi, je peux peut-être vous retrouver rapidement sur mes vidéos du cycle du carbone, ça vous donnera envie de regarder ces vieilles vidéos. Vieilles, mais c'est des vidéos qui vieillissent bien, ça. J'ai quand même quelques vidéos qui vieillissent bien. Bon, pas du point de vue de ma jeunesse, qui disparaît lentement dans le temps. Pas du point de vue de la qualité du son. Mais sur le contenu, ça vieillit pas trop mal. Non, c'est pas celle-là, c'est la première. C'est la première. Ouais, c'est la première, pardon. Et bienvenue. Moi, ce que je veux vous montrer... Est-ce que je les avais mis, ces graphes? Sinon, il va falloir aller chercher la source. Ouais, je les avais mis, ces graphes. Donc là, bon, ça, faudra actualiser, mais vous voyez, là, c'était la quantité de carbone émis par les activités humaines sur la période 1850-2018. Et on voyait que sur cette période, il y en avait à peu près un tiers qui était lié au changement d'affectation des sols. Donc là-dedans, c'est essentiellement de la déforestation. Et 2 tiers qui étaient liés à la combustion de ressources fossiles. Et si on regarde sur une période plus récente, par exemple la décennie 2009-2018, on voit que ça a beaucoup changé. Alors on continue de déforester, mais on brûle beaucoup plus de fossiles. Donc voilà, depuis la révolution industrielle, en gros, un tiers du CO2 aujourd'hui dans l'atmosphère, c'est dû aux activités humaines. Je ne suis pas en train de dire que c'est les molécules, parce qu'il y a eu des échanges, etc. Mais cette augmentation de la concentration, c'est dû aux activités humaines. Et dans ce tiers, il y en a un tiers qui est lié à la déforestation et 2 tiers à la combustion de ressources fossiles. Et voilà. Salut Alric, Alric38. Donc j'espère que ça répond un peu sur les concentrations. Et bonjour Aga SDLT. J'espère que ça répond un peu sur les concentrations. Et puis après, si on regarde les commentaires, alors je sais pas si on va les regarder, mais moi j'ai regardé, j'ai répondu un peu, j'ai regardé avant la vidéo. Il y a quand même beaucoup de commentaires climato-sceptiques qui enchaînent sur d'autres arguments. Il y a des gens qui ont apprécié le format court, il y a des gens qui ont apprécié l'expérience. Il y a une personne qui supporte pas la manière dont je parle parce que elle préférerait que je parle que dans les lives plutôt que lire un prompteur. Et c'est vrai que je lis un prompteur, mais si je veux quelque chose de bien compréhensible, de précis, avec des quantifications, etc., je suis quand même obligé de l'écrire et de lire un prompteur. Donc il faut peut-être que je m'améliore là-dessus, je ne sais pas. Voilà, ce serait bien un épisode où tu parles normalement, Rodolphe, comme tu t'exprimes en live. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ça demanderait que j'apprenne par cœur le texte.
Parce que je lis un prompteur, je trouve que pour de la lecture de prompteur, c'est pas dégueu, j'ai vu pire. Ça s'apprend. Il y a des gens qui critiquent le micro-trottoir, voire qui se moquent un peu. J'avais même viré 2-3 commentaires au début qui étaient vraiment méchants. J'arrivais pas être une personne au lycée, en plus avec tous les problèmes de santé mentale chez les jeunes, de tout ça, et puis lire certains commentaires qu'on peut trouver sur YouTube de passer dans une vidéo comme ça et de voir les commentaires qu'on peut recevoir derrière, quoi. Je sais pas si je rejoins les analyses un peu il y a un problème d'éducation, on devrait au moins éduquer à ne pas répondre et tout, parce qu'en plus là on leur laisse pas l'occasion de dire je ne sais pas, ça fait pas partie des choix. Donc voilà, j'ai déjà parlé des remarques un peu intéressantes. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Et donc là, on a fait un petit pilote sur cet argument de la concentration en CO2 atmosphérique, parce que on l'a déjà croisé, Michael et moi, dans différents contextes, y compris quand on donne des conférences ou ce genre de choses, ça peut être des questions qu'on a. Et puis évidemment, sous les vidéos, là je sais pas si on prendra le temps de faire le tour, mais il y a quand même des arguments bien éclatés, hein, de type, il y aurait un florilège, on pourrait en faire plein d'autres, mais de type, le CO2 a varié dans le passé, donc comment on peut dire que c'est l'homme aujourd'hui? Et vous voyez, là c'est aussi un problème vraiment juste de logique. Imaginez, je sais pas, vous prenez un meurtrier sur le fait, il a encore son couteau à la main, et vous lui dites mais vous venez de tuer cette personne, et il répond bah non, enfin il y a des personnes qui sont mortes avant, même avant que je naisse, donc je peux pas avoir tué cette personne. Vous voyez bien que c'est très problématique comme façon de penser. Le CO2 a changé avant pour d'autres raisons, ça veut pas dire qu'il ne peut pas changer aujourd'hui à cause des activités humaines. Vous voyez, c'est pas exclusif. Et évidemment que les scientifiques savent que le CO2 a changé avant et qu'on comprend pourquoi il a changé avant, et on n'a jamais dit qu'il y avait des facteurs humains. Et quand on regarde le cycle du carbone, etc., les autres facteurs ne sont pas exclus. C'est juste qu'on les comprend, on les quantifie et on se rend compte que c'est des activités humaines qui changent la concentration en CO2 atmosphérique. Donc il y a des arguments de ce type-là, il y a encore les arguments sur la vapeur d'eau, il y a encore des arguments sur le méthane, alors que la vapeur d'eau, il y a quand même un passage de la vidéo qui explique un peu le rôle de la vapeur d'eau. On retrouve ce truc qu'on vous a proposé, Michaeli voulait travailler là-dessus aussi, on verra si ça revient plus, sur cette idée que les activités humaines sont responsables de 5% d'émissions de CO2. Ça aussi, c'est un argument qui revient souvent. Et en fait, l'astuce de cet argument, il est vraiment d'une stupidité qui est un peu affligeante, hein. En fait, ce qui se passe, c'est une mécompréhension du cycle du carbone. Merde, j'ai pas les flèches là-dessus. Je vais devoir aller chercher le Global Carbon Project. Mais je peux vous montrer ça vite fait, ça fera une petite parenthèse. C'est une mécompréhension de la manière dont le cycle du carbone fonctionne. J'espère que je vais pouvoir récupérer le PDF easy. Carbon budget. Je vais y arriver. C'est un article qui est en libre accès. Donc ça, c'est vraiment un article, c'est un peu l'article de référence sur les questions de cycle du carbone. Je peux vous le mettre dans le chat. Ouais, il faut que je me mette à faire des bons TikTok. Et en fait, l'idée, c'est, vous voyez, là, il y a des flux qui sont équilibrés. Là, on regarde l'échange entre la végétation et l'atmosphère, essentiellement. Enfin, en vrai, là, il y a la végétation qui fait de la photosynthèse, et là, il y a tout le vivant, dont la végétation qui respire. Mais en gros, ça veut dire que sur une année, il y a des grandes quantités de CO2 qui sont émises par le vivant, par un phénomène qu'on appelle la respiration, auquel vous vous livrez, vous mangez des choses où il y a notamment des molécules organiques, et une partie du carbone que vous ingérez ne va pas sortir par vos excrétions habituelles, que je ne détaillerai pas, mais va sortir par votre expiration. Voilà, vous inspirez du dioxygène, vous expirez du CO2 et vous débarrassez comme ça de carbone. Donc ça, c'est équilibré sur une année, et c'est pareil, je ne vais pas rentrer dedans, mais si ça vous intéresse, vous regarderez la vidéo sur le site du carbone qui explique un peu tout ça, hein, mais si ça vous intéresse, hop, je vous renvoie là-dessus. Mais là, c'est pareil, il y a des échanges qui sont liés à l'interface entre l'océan et l'atmosphère, et en fait, sur une année, c'est neutre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange. Ça veut dire qu'il y a autant qui est émis à certains endroits qu'absorbé à d'autres. Et en fait, l'astuce des 5%, je sais pas quoi, c'est que là, vous avez l'ensemble
des émissions par les activités humaines. Et si vous imaginez que vous supprimez cette flèche descendante et cette flèche-là, vous vous rendez compte que vous allez avoir à peu près 200 et là vous avez à peu près 10. Et donc ils disent, voilà, si on regarde l'ensemble des émissions sur la planète, en fait les activités humaines c'est 5% des émissions. Et quelque part, si vous n'avez aucune notion de ce qu'est un bilan de matière, de ce qu'est un équilibre, de ces choses-là, hein, qui sont des concepts scientifiques qui sont pas intuitifs, et ça vous paraît crédible, quoi. Il suffit de gommer ces flèches et techniquement c'est vrai que si vous regardez le CO2 émis sur Terre, il y en a 5% qui viennent des activités humaines. Par contre, si vous faites un bilan de matière et si vous comprenez comment ça fonctionne physiquement, en fait ces émissions humaines c'est 100% du déséquilibre. C'est à cause de ça que la concentration atmosphérique augmente. Et d'ailleurs, une manière facile de le montrer, c'est que avant la révolution industrielle, il n'y avait pas ça. Et la concentration en CO2 pendant l'Holocène, quand la température était stable, elle était stable. Et pourtant, ça existait. Hein. Il y avait quand même des arbres qui faisaient de la photosynthèse, il y avait quand même la respiration, il y avait quand même de l'océan. Mais ça, c'était équilibré. Ce qui fait le déséquilibre, c'est ce qu'on ajoute. Ouais, ça, on peut l'expliquer avec on pourrait l'expliquer avec un compte en banque, effectivement. Mais voilà, c'est d'autres arguments. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui le présente parce qu'il a été confronté à cet argument, mais il y a aussi des climato-sceptiques qui le disent texto que, ok, la concentration elle a augmenté de 50%, mais c'est pas nous, parce que nous, on est responsable que d'un tout petit pourcent de cette augmentation, ce qui est complètement faux. Et après, il y a des questions sur, voilà, il y a eu beaucoup de concentration, le CO2 était plus élevé avant, pourquoi c'était pas un problème et en fait, c'est des questions qui souvent... Moi, ça m'arrive d'avoir ce type de remarques venant de personnes, notamment des élèves quand je donne des cours, des questions qui sont légitimes. Ok, on sait que, je sais pas, le carbonifère s'appelle comme ça parce qu'il y avait plus de CO2. Pourquoi c'est un problème aujourd'hui que le CO2 augmente? Et en fait, on sait y répondre à ces questions-là, c'est pas un problème. Donc voilà, pas mal de... Ça vient confirmer... Ce problème un peu de millefeuille argumentatif, hein, si on se lance un peu dans ce qu'on a fait avec Mickaël, le problème qu'on va rencontrer c'est celui-là, c'est qu'en dessous de chaque vidéo, on aura toujours d'autres arguments. Les personnes qui sont bloquées dans une vision climato-sceptique, il y a des chances qu'elles changent jamais d'avis parce qu'elles veulent pas changer d'avis pour différentes raisons, et du coup elles vont se réfugier vers un autre argument et on va enchaîner comme ça pendant longtemps. Et si vous regardez par exemple sur le site Skeptical Science qui a recensé un peu les arguments climato-sceptiques, vous voyez que ils les ont pas tous, hein, je pense, mais il y en a quand même plus de 250 quoi. Et les classiques, hein, c'est le soleil, c'est pas grave, il n'y a pas de consensus, en fait ça se refroidit, les modèles sont pas fiables. Et ce qu'ils font sur Skeptical Science, c'est quand même assez stylé, c'est qu'ils répondent avec des publications scientifiques, et il y a aussi différents niveaux de réponse. Parce que ce qu'on a fait là sur cet argument, c'est un peu niveau Skeptical Science, et d'ailleurs Skeptical Science est dans les sources. Hein. On s'en est servi, et je pense même qu'il y a des exemples qu'on a pris qui viennent directement de l'article de Skeptical Science. Voilà. Ma fuite d'eau, elle fait que 0,5% de ma consommation d'eau, donc ça va. C'est un bon exemple. Way. Je sais pas comment dire. Sur les 10 derniers millénaires, hors période industrielle, concentration en CO2 ont varié entre 260 et 280 ppm. Ouais, merci Tom. Et JSL nous dit raisonnement par bilan, c'est difficile à comprendre. Alors, je suis d'accord. Après, je pense que la suggestion qui était faite plutôt de compte en banque, par exemple, elle fonctionne pas si mal. Et je pense qu'on a également de bonnes intuitions sur des volumes d'eau. Il y a des gens qui présentent le bilan carbone, par exemple, en présentant ça un peu comme une baignoire. Et je pense que c'est legit. Hein. Enfin, faut le faire correctement. Il y a quelques trucs à rajouter, mais je pense que c'est legit. Et en fait, c'est vrai que le niveau d'abstraction qui est issu du bilan carbone à l'échelle mondiale et tout, il peut être difficile à comprendre, mais si on le ramène à des choses plus intuitives, ça peut être plus facile à comprendre. Et d'ailleurs là-dessus, la prochaine vidéo sur la chaîne, ça sera une vidéo pour essayer d'expliquer l'effet de serre. Alors je sais, j'ai déjà parlé plein de fois de l'effet de serre, mais vraiment essayer de l'expliquer à des personnes qui n'ont pas de notion physique et à qui on ne veut pas imposer des abstractions. Donc partir d'expérience et partir aussi de l'expérience du réel qu'ils peuvent avoir. Donc ça, j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez.
Et ça répond un peu aussi à la question de comment convaincre certaines personnes et à la question de la vidéo, de l'argumentarium sur les platistes. C'est un peu leur même ligne, je trouve. Et ouais, et Toms 1381 nous rappelle que l'océan piège une partie de nos émissions de CO2, et c'est vrai aussi pour les continents et la végétation qu'il y a dessus. Même s'il y a des évolutions, donc ça veut dire que s'il n'y avait pas ces rétroactions négatives, quoi, en l'occurrence, le changement climatique serait pire, quoi. Il y a une partie de nos émissions qui se retrouve ailleurs que dans l'atmosphère. On le voyait en fait sur cette figure-là. C'est quand on émet cette quantité-là, il y a une partie qui est capturée par les continents. Alors là, c'est et une partie qui va dans l'océan et ça permet qu'il y ait juste le reste. Donc ça, moins les deux petites flèches descendantes qui s'ajoutent à l'atmosphère. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions un peu sur les arguments éclatés, sur la réception de la vidéo, si vous voulez réagir à des éléments de la vidéo, n'hésitez pas. Je sais même pas combien on est. Je parle à qui là? 45. Ouais. J'espère que ça vous va. Mais blabla. N'hésitez pas. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est la petite expérience qu'on a essayé de faire. Et vous montrer un peu ce que ça a donné et ce que vous en pensez. Alors, la première chose à comprendre, c'est un peu ce que j'avais en tête et ce que j'ai essayé de faire. Alors avant, je vais répondre à Nayosh, satisfait de l'accueil général. Pour un format comme ça, ouais, je suis un peu étonné par le nombre de commentaires climato-sceptiques. Je sais pas, je me suis pris un raid des climato-sceptiques en France où il y a un effet d'algorithme. Vu que c'est une vidéo plus simple, j'ai peut-être pas les mêmes populations que d'habitude ou les mêmes individus, ou alors il y a vraiment un effet sur le titre ou la miniature, je sais pas trop. Peut-être que vu que c'est un élément que les gens qui s'intéressent à l'écologie pensent comprendre, ils cliquent moins dessus, et à l'inverse, les climato-sceptiques, ils se sentent attaqués ou intéressés, vont plus cliquer dessus, je sais pas trop. Il y a ce truc que j'arrive pas trop à comprendre. Après, sur le nombre de vues, je sais pas trop quoi en penser, mais voilà, on a essayé de polir un petit format, c'est le premier. Plutôt content de l'expérience qu'on a essayé de faire. En fait, l'idée... est-ce que j'ai vu des climato-sceptiques admettre leur erreur? Moi j'ai déjà reçu des mails de climato-sceptiques, je sais pas, mais de personnes qui étaient convaincues par les discours de François Gervais ou Vincent Courtillot et qui me disent qu'ils ont changé d'opinion en regardant ma vidéo. Ou alors des commentaires de personnes qui disaient que elles étaient tombées sur la vidéo de François Gervais par exemple, qui leur a mis le doute, et du coup la mienne permet de rectifier un peu les choses. Je pense que c'est une lutte de tranchées un peu tout ça, hein. Faut pas croire qu'une vidéo va tout régler, mais si on les fait pas, voilà, on joue sur une part mobile de l'opinion, et il faut aussi se rappeler qu'il y a des personnes qui resteront immobiles. Le titre doit appâter les climato-sceptiques en mal de se renforcer leur idée. Ouais, j'ai peut-être le titre qui va un peu dans leur sens, donc j'ai peut-être fait un titre qui exprès. Mais après tout, pourquoi pas, hein. C'est utile pour eux. Et donc l'idée c'était, moi ce que je voulais faire, et depuis assez longtemps, c'est voilà, je me pose des questions un peu sur qu'est-ce que je peux faire d'utile, qu'est-ce que ma communauté attend de ce que je produis, c'est quoi ma place dans ce système informationnel tout pété qui nous mène dans le mur. Et du coup ça fait longtemps que je me disais ce serait intéressant d'avoir une idée de ce que ma communauté aimerait que je traite. Et là, ça serait facile sur un format comme celui-là, un peu plus court. Donc, j'ai cherché un outil qui permet à la communauté de proposer des sujets et de voter pour ces sujets. Je ne sais pas si j'ai trouvé l'outil le plus pertinent. Il y a peut-être mieux, il y a peut-être plus simple d'utilisation, parce que j'ai utilisé un outil qui n'est pas vraiment fait pour ça. Donc, si vous avez une idée de comment, de quel outil peut être plus pertinent ou comment m'y prendre pour faire ce que j'ai essayé de faire ici, n'hésitez pas à suggérer. On pourra faire ça à plusieurs itérations. Je ne m'attends pas à ce que ça soit parfait du premier coup. Soussou Colline dit sur la voiture électrique, tu as eu ton petit effet dans mon entourage. J'en suis ravi, merci beaucoup. Et donc il y a eu ce petit outil où je dis, voilà, aidez-moi à identifier les sujets les plus pertinents. Vous pouvez voter pour les idées dont le traitement vous paraît intéressant, en choisissant en accord si le traitement d'une question ne vous paraît pas... en choisissant en accord. Si le traitement d'une question ne vous paraît pas utile, choisissez en désaccord. Donc, ce qu'il faut dire, c'est pas est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette proposition, c'est vraiment d'accord ou pas d'accord avec est-ce que je dois en faire une vidéo, quoi. Pour y répondre, parce que souvent on me propose des choses qui sont fausses. Quoique, pas toujours, on ne sait pas.
Et après, vous pouvez proposer des idées. Ici, vous pouvez rajouter une idée. Et donc là, par exemple, il vaut mieux utiliser un vidéoprojecteur qu'une TV à écran plat. L'analyse cycle de vie est en faveur du premier. Donc ça, c'est... Là, ça serait, voilà, est-ce qu'on fait une vidéo sur le vidéoprojecteur est meilleur qu'une télévision du point de vue du climat, quoi. Ça serait ça l'idée. Et ça, c'est un cas intéressant. Ça dépend un peu des hypothèses qu'on fait. Et notamment, j'ai lu des études il n'y a pas longtemps là-dessus et ça m'a pas l'air si consensuel. Je pense que c'est pas si évident. Mais le gain est assez net si ce que vous utilisez derrière le vidéoprojecteur, vous l'avez déjà. Vous voyez, si vous avez déjà un ordinateur portable que vous branchez au vidéoprojecteur, le gain est assez net. Si vous devez acheter un ordinateur portable en plus du vidéoprojecteur pour avoir tout ce qu'il faut, ça se discute un peu plus. Bref, parenthèse. Ah, et Hugh Grimberg me dit aussi que mes vidéos sont utiles. Merci les gars, merci les gars. Parce que quand je regarde certains du contenu disponible dans les médias mainstream ou pire sur YouTube, quel enfer. Des fois je me pose des questions, hein. Ça fait 10 ans que je fais ça, des fois je me pose des questions. Hein. Je sais pas, l'intérêt dans ce milieu informationnel de quelqu'un qui va lire des bouts du rapport du GIEC, ça paraît de plus en plus limité. Alors Gisèle a une très bonne question. Tu as moyen de changer le libellé en accord en sujet intéressant à traiter d'un point de vue utilisabilité du cycle, c'est mieux. Bah non, il n'y a pas moyen, faudrait recoder tout ça et surtout je crois qu'il faudrait que j'ai une instance quelque part qui fasse fonctionner là ça. Donc ouais, il y a clairement un truc de ici je détourne un outil qui est pas fait pour ça et du coup c'est pas opti. C'est pas opti. Je fais avec ce que j'ai. Si vous connaissez un outil opti quelque part ou je sais pas à quel point c'est bricolable. Moi vraiment en connaissance informatique. Alors je peux faire des modifications à la main. Pour l'instant il n'y a pas de gestion des doublons. Il n'y a même pas de suivi de l'IP. En fait, je crois que si vous connectez plusieurs fois, vous pouvez voter plusieurs fois et tout. C'est vraiment un truc. C'est une tentative quoi. Et après, Zdrick dit juste poser la question, devrais-je traiter ce sujet? Ouais, j'avais essayé d'influencer comme ça, parce que moi j'avais proposé dans la vidéo, d'utiliser cette formulation-là. Ce serait intéressant d'analyser l'idée suivante. Comme ça, effectivement, là on peut répondre directement en accord, désaccord. Tout le monde ne s'est pas prêté au jeu, mais c'est aussi parce qu'il y a une limite, parce qu'en fait la proposition elle fait que 140 caractères. Et du coup, quand tu tapes déjà devant, ce serait intéressant d'analyser cette idée, tu te manges un peu des caractères, quoi. Et Asdasa demande, t'as déjà pensé à faire du format court, short TikTok, dans un but de toucher plus de monde, plus d'impact dans le système informationnel? Bah, déjà, j'avais essayé un petit peu, mais j'ai pas insisté, et je pense qu'il faudrait que j'insiste si je veux aller dans cette direction. Après, ça prend vite du temps, donc si je commence à faire ce genre de choses, faudrait qu'on soit plus, quoi. Il y a un moment où ça devient difficile. Déjà franchement, c'est un peu difficile. Donc multiplier, ça peut être compliqué. Et l'autre truc, c'est toujours... moi, ce qui me met un peu mal à l'aise, c'est... Est-ce que ça a vraiment un impact? Vous voyez, ça, c'est assez difficile à décider. Aujourd'hui, je me rends compte que sur YouTube, j'ai pas beaucoup de visibilité, j'ai pas un impact en termes de vues qui est énorme. Je pense que j'ai un impact parce que j'ai une interaction qui me permettent de croire que je touche un peu des bonnes personnes, des personnes qui sont en position de faire des choix, ne serait-ce que des personnes qui sont dans une démarche et suffisamment informées et qui ont suffisamment d'argent pour se poser vraiment la question de la voiture électrique, par exemple. Mais je touche aussi, moi je sais que la chaîne, elle est regardée par des personnes qui en forment d'autres derrière, par exemple. Donc ça permet d'avoir un effet un peu multiplicatif. Sur TikTok, mettons que je fasse des vues, hein, ce qui n'est pas du tout sûr. Est-ce que ça a vraiment de l'influence derrière? On va toucher qui sur TikTok et qui regardera mes vidéos? Et ça, c'est un truc dont j'ai de plus en plus conscience. C'est ce système informationnel, il est quand même très particulier parce que vous avez n'importe qui raconte n'importe quoi. Il y a des chaînes YouTube dont c'est la spécialité d'inviter n'importe qui pour raconter n'importe quoi alors que la personne qui interviewe ne connaît rien au sujet. Donc on est sur un niveau Rémi Gaillard là. C'est en racontant, c'est en écoutant n'importe qui raconter n'importe quoi qu'on se met à croire n'importe quoi. Et quand vous faites des réflexions à ces personnes qui invitent n'importe qui pour raconter n'importe quoi, bah, elles se sentent attaquées ou elles vous répondent c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité des gens que j'invite et c'est au public de se faire une opinion. Vous voyez, il y a quand même ce genre de raisonnement. Et après,
Ces chaînes-là fonctionnent parce que ça fait du volume, parce que derrière les algorithmes distribuent. Mais après, si je vais discuter autour de moi avec, je sais pas, mes amis ingénieurs, la désinformation que je vois sur YouTube, eux, ils la voient pas. Leur algorithme ne leur expose pas à ça. Pourquoi? Parce que quand ils voient cette désinformation, bah, ils y retournent pas. Vous voyez, je sais pas, ils voient une vidéo d'une personne qui vous dit de quoi t'as le plus peur, toi? T'as peur de boire un verre de glyphosate qui fasse 1 degré de plus cet été ou qu'il n'y ait plus d'insectes? Ce que tu as le plus peur, c'est de boire un verre de glyphosate. Donc vous voyez que le glyphosate, c'est plus dangereux que le changement climatique. Donc vous voyez, on vous sort une fois une dinguerie comme ça. Si vous avez un soupçon de logique, vous regardez plus cette vidéo. Et puis si vous êtes un peu logique, vous dites, ok, cette chaîne, elle est éclatée, j'y retourne pas. Et du coup, vous vous rendez compte que cette machine à désinformation, en fait, elle va cibler et elle va fonctionner sur les personnes qu'elle est capable de désinformer. Donc on a fait un système informationnel qui est une forme de prédation des plus vulnérables. Et cette désinformation, bah, quand vous connaissez le sujet, vous n'y êtes pas exposé. Donc vous ne vous rendez même pas compte que votre voisin, il a des croyances. Alors, pardon, c'est un exemple. C'est pas vrai que mon voisin a des croyances éclatées, mais vous vous rendez même pas compte que la personne qui va aller voter, là, qui aura autant de poids que vous sur la démocratie, elle a des croyances éclatées parce qu'elle est face à un contenu qui fait de la prédation sur son ignorance. Et je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter, mais c'est une grosse différence avec la télé, par exemple. La télé, bah, tout le monde a la même chose sur TF1, et il voit la même chose, et il peut y avoir des réactions. Et vous pouvez contacter l'ARCOM, et vous pouvez dire, mais c'est éclaté. Il peut y avoir des réactions dans les médias, vous voyez. Maintenant, quelqu'un qui connaît rien au changement climatique, il va pas voir la même chose sur YouTube qu'une personne qui a des connaissances sur le changement climatique. Et ça devient un gros problème. On a un système informationnel où les gens les plus vulnérables, on les abandonne à la désinformation. Et j'ai pas de solution pour ça. Vraiment, j'ai pas de solution pour ça. On peut pas empêcher les gens de raconter n'importe quoi. Apparemment, c'est un modèle économique fiable d'inviter n'importe qui pour raconter n'importe quoi. Et on fait quoi derrière? On démonte les algorithmes de recommandation. Vous voyez, c'est... Voilà. Mais ça pose des questions hein, sur qu'est-ce que je fais là-dedans. Moi, je continue d'être un mec qui fait des vidéos trop longues où on lit des rapports. Je suis un peu plus incisif sur l'information, mais je peux pas aller plus vite qu'elle. Il y en a trop, c'est des volumes trop importants, pardon. Et puis en plus, ça met dans des positions qui sont usantes, franchement, de failles, d'affrontements, d'échanges désagréables, de conflictualité. Et ça, on peut pas le faire éternellement, quoi, pour sa sanité, quoi. Donc par sanité, on abandonne les plus vulnérables à l'information. C'est ça la beauté du système informationnel actuel, quoi. Je sais pas, j'ai pas de solution pour ça, mais c'est des vraies questions. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Franchement, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. La manière dont moi je perçois ce système informationnel auquel je participe quand même. Hein. C'est ça le pire. Alors, tes formats de debunk sur Raptor et Janko sont super utiles, je trouve. Raptor, je connais personne qui regarde, mais Janko, Stéphane, BX. Ouais, bah voilà, je pourrais critiquer les personnes qui sont regardées dans les sphères autour de moi, mais si je commence à aller dans cette direction, moi j'ai quand même une opinion assez négative de la majorité des personnes auxquelles est exposé quelqu'un qui est sur YouTube. Je peux pas être plus sympathique que ça, donc ça me mettrait dans une position de conflictualité permanente qui n'est pas facile à tenir, et ça me met dans une position qui est minoritaire, vraiment minoritaire. Et en partie parce que ces personnes que je serais amené à critiquer, elles ont une apparence de solidité parce qu'elles ont réussi à se répéter les uns les autres et à donner cette apparence-là, alors que souvent elles sont déconnectées de la littérature sur ces sujets. La télé fonctionne beaucoup mieux, c'est pour ça qu'on a Hanouna. Ah non, autant pour moi. Bah, je dis pas que la télé c'est parfait, mais C8 ça a été fermé, non? C'est une petite différence quand même. Après, ouais, il y a sans doute ouais, non, mais c'est vrai, Gisèle, parce qu'il doit y avoir les mêmes dynamiques. C'est pas tout le monde qui regarde Hanouna. Et du coup, ça crée aussi... ouais, peut-être que je m'illusionne, mais la télé n'a quand même pas ce niveau de personnalisation extrême, quoi. Ces problèmes... Alors, Ael Younwi dit c'est le problème de la libéralisation de l'information, ça a mis la responsabilité de la rigueur de sa propre information sur les épaules de tout le monde. Si on a un minimum de formation, tant mieux pour ça, mais ça abandonne tout le monde qui n'est pas formé sur le bas-côté. Ouais, et je crois que
je crois que la dernière vidéo de Philoxime, j'ai pas fini de la regarder, mais la dernière vidéo de Philoxime, elle est là, elle est sur la question de la liberté d'expression. Et c'est vrai, et sur cette idée que si on donne toutes les informations accessibles, c'est la vérité qui triomphe, quoi. Et je pense que ouais, ça fait partie de ces réflexions sur le système informationnel. Ouais, c'est intéressant de... En fait, c'est un peu illusoire de croire que tout le monde peut s'en sortir sur tous les sujets quand on laisse tout le monde raconter n'importe quoi. Astérix Me dit on voit l'intérêt d'une plateforme comme Tournesol, mais il faudrait que ça prenne le pas sur les algos d'augmentation, donc c'est pas demain la veille. Il faudrait plus de régulation entre autres et plus de boulot sur le sujet. Ouais, c'est un vrai sujet, hein. Je pense que c'est un vrai sujet et pour de la vulgarisation et pour des enjeux politiques hein, comme le changement climatique, l'information a un impact qui est absolument énorme. Je pense qu'il y a un vrai sujet, il y a peut-être des marges d'amélioration, mais je suis même pas certain que ce soit possible et encore moins facile de créer un système informationnel qui est fiable, quoi. Il y aurait quelques tips quand même, on pourrait parler de ça. Ok, Hugh Greenberg qui a une suggestion que je change la longueur des vidéos suivant le contexte. Bonjour Ever, est-ce que tu orientes tes titres Minia pour que l'algorithme cible ces gens désinformés? Bah là dans le titre, ouais, il y a un peu de putaclic quand même, mais je contrôle pas l'algo et je suis pas sûr. Enfin, vous voyez, ça finit par un point d'interrogation, il y a un petit vraiment. J'essaye de susciter de la curiosité. Alors je suis vraiment pas un champion sur les titres et miniatures, et en particulier il y a un truc que je vous déconseille de faire, c'est de faire comme moi, c'est-à-dire de le faire à la fin de la vidéo. C'est les vrais vidéastes qui sont forts pour ça, ce qu'ils font c'est que ils réfléchissent au titre et à la miniature quand ils réfléchissent à l'angle de la vidéo, quoi. Voire ils cherchent un angle auquel pourrait correspondre un titre et une miniature qui soit plus alléchante. Après ça suppose hein, de réussir à comprendre ce qui est alléchant ou pas, hein, ce qui est pas franchement dans les cordes non plus. Alors que moi je vais lire des trucs sur l'éolien en mer et je fais une vidéo qui s'appelle éolien en mer. Voilà, c'est niveau angle, on est à ce niveau là. Mais il y a quand même une réflexion hein, sur les miniatures, sur ce qu'on représente, que ce soit compréhensible. Moi j'essaye aussi que ça soit pas trompeur, quoi, que ça corresponde vraiment à ce qu'il y a dans la vidéo. Là, en l'occurrence, on parlait vraiment de l'éolien en mer, hein, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et rendre le truc un peu sexy, quoi. Pas mal de réactions ouais, sur ce que j'ai dit sur l'information. Je pensais pas partir là-dessus, mais c'est un truc auquel je réfléchis. Et je réfléchis peut-être à faire une vidéo là-dessus, mais ça serait plus une vidéo d'opinion, quoi. C'est plus ça. Communication a malheureusement plus de facilité à percer que l'information, je le crains, c'est un peu le biais du monde, juste de croire que la vérité triomphe toujours. Ouais. Pelleteur du nuage, voir l'étude de Quota Climat et l'interview sur Blast sur ce sujet. Alors j'ai pas vu l'interview Blast sur le sujet, mais j'ai vu un peu l'étude de Quota Climat qui est vraiment sur climato-scepticisme dans les canaux traditionnels, non, c'est surtout sur la télé de mémoire. Mais ça serait intéressant d'avoir un équivalent sur le net, je sais pas si ça serait possible. Et encore, hein, quand j'ai commencé la chaîne Le Réveilleur, il y avait vraiment que du n'importe quoi. Hein. C'était un truc de fou. Hein. Le changement. Ouais, je l'ai vu passer, mais j'ai pas pris le temps de la regarder. La vidéo de Quota Climat. Bertrand Castoré qui veut me lancer sur Vincent Migneault, je ne tomberai pas dans ce piège. Non, mais il y aura toujours des gens qui sont pas d'accord. Mais ce qu'il faut se demander, c'est aussi qui sont ces gens. Vous voyez, on parlait juste avant de comment assainir le système informationnel. Genre, si vous faites un truc très 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 simple, qui est que des personnes qui ont aucune qualification, aucun crédit universitaire, vous arrêtez de les écouter, c'est un carnage. Hein. C'est le grand silence. Hein. Et ce qui reste, c'est quand même de meilleure qualité. Hein. Alors comme ça paraît très débile ce que je viens de dire, mais je suis en train de dire, en fait, quand vous voulez vous soigner, vous allez vous écouter l'avis des médecins, et vous avez plus de chances de survivre. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire, c'est vraiment ça. Hein. Et si vous faites la même chose sur les informations auxquelles vous êtes exposé sur l'écologie, si vous écoutez plus de Valérie Masson-Delmotte et moins de Vincent Migneault,
bah, vous en sortez quand même beaucoup mieux. Hein. Et ça pose une question, c'est a posteriori, si on se plante parce qu'on a écouté des gens qui racontaient n'importe quoi, et qu'on se demande, mais pourquoi j'ai écouté cette personne qui... imaginez, je sais pas, ma fille, là, dans 20 ans, elle me dit, pourquoi on n'a pas fait les bonnes actions? Et je fais, bah, j'ai écouté telle et telle personne, et qu'elle me dit, mais attends, donc là, il y avait un rapport écrit par des milliers de scientifiques, et tu as douté de ça parce qu'une personne qui n'avait aucune qualification, aucune compréhension de ce qu'est la science, aucune compréhension de ce qu'est la thermo, te disait que c'était impossible. C'est vraiment le calcul que tu as fait, quoi. Vous voyez que a posteriori, ça serait quand même très dur à défendre. Et après, ouais, pourquoi pas. Alors, Vincent Mignereau, c'est quelqu'un... Il n'y aura jamais vraiment de vidéo sur lui parce qu'il ne faut pas donner de visibilité à des personnes comme ça. C'est une faillite de le faire. D'un point de vue de journalisme, c'est une faute, quoi. Mais par contre, ce qui serait intéressant de faire, ça serait de faire juste un tout petit peu d'épistémologie. De se demander, attendez, mais d'un point de vue scientifique, des personnes qui réclament des preuves de la possibilité de je sais pas quoi, là, est-ce que ça a le moindre sens, ça, déjà, à la base? Vous voyez, ça serait déjà un bon début, donc ça serait plutôt ça l'angle. Ça serait plutôt ça l'angle. Mais là aussi, ça serait intéressant. Vous voyez, si on réfléchit dans une approche de debunk quelque part des arguments qui sont là, est-ce qu'on doit répondre à toutes les personnes qui n'ont aucune qualification et qui racontent n'importe quoi, ou est-ce qu'on se concentre sur des discours problématiques chez les personnes qui ont un peu de crédit? C'est une première question aussi. Bref, je sais pas pourquoi je parle de tout ça, je vais encore me faire des amis. Revenons à la petite expérience sur police. Donc là, l'idée, ça serait d'identifier, voilà. Par exemple, là, il y a eu des discussions, on m'a cité des noms. Moi, ce que j'aimerais plutôt que des noms, hein, ça serait des arguments. Voilà. Quels sont les arguments de ces personnes-là? Quels sont leurs meilleurs arguments? Vraiment, c'est parce que on va pas... on n'attaque pas une personne, on attaque un raisonnement, on attaque un argument, on attaque des éléments qui avancent. Si la transition est impossible, pourquoi elle est impossible? Quel est l'argument avancé? On peut regarder cet argument d'un peu plus près, et sur des arguments de thermo par exemple, je pense que le travail a été fait, même si des personnes qui ne comprennent pas la thermo ne peuvent pas le voir. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que sur cette question de thermodynamique, hein, qui a déjà été traitée sur la chaîne, en fait, a posteriori, je me rends compte qu'il y a des personnes qui utilisent ces arguments-là parce que c'est des sujets abstraits et incompréhensibles, sur lesquels ils peuvent continuer à mentir à une base chez qui, quand on ne comprend pas quelque chose, il y a quelque chose à comprendre. Vous voyez, c'est parce que les victimes de ce type d'information, c'est quand même des personnes qui vont considérer que quand elles comprennent rien à ce qu'une personne vient dire, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, il est très intelligent. Si vous vous dites, quand je comprends rien, bah, je vais même pas supposer qu'il y a un truc à comprendre, bah, vous êtes moins vulnérable à du bullshit à base de médecine quantique, quoi. Pour prendre un autre exemple du même type. Donc voilà. Là, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez les arguments d'une personne ou d'une autre qui vous semblent particulièrement pertinents, vous pouvez le proposer et on essaiera de l'analyser. En plus, si c'est un argument précis, l'analyse peut être relativement courte. Hein, c'est plus facile que de regarder 1h30 d'interview où il y a des dizaines de dingueries qui sont enchaînées et on ne peut pas tous les traiter. Et quand on traite le tiers, on va dire « Oh, t'as pas tout traité, c'est qui doit avoir raison ». Parce que j'ai eu ça aussi sur François Gervais et Courtillot. Cette exigence de devoir tout décortiquer comme si ça avait un sens de le faire, quoi. Parce que d'un point de vue logique, si vous allez, je sais pas, 2 fois chez le boulanger et que vous revenez 2 fois malade en prenant des baguettes, vous n'allez pas tester tout le magasin. Vous voyez, vous y retournez pas. Si vous avez une personne qui raconte nimbe sur 2-3 arguments, on va pas se fatiguer à tous les regarder, quoi. Peut-être on arrête d'écouter cette personne. Donc si on avait ce genre d'approche un peu bayésienne, vous voyez, hein, on arrête de croire les gens qui vous montrent 2-3 fois, on pourrait se contenter de quelques arguments clés. Donc n'hésitez pas à les proposer, hein, les arguments clés. Et là je peux vous montrer un peu le rapport, ce que ça a donné. Alors c'est pas très lisible. En fait, l'outil que j'utilise là, pol.is, police, je vais dire police, c'est un outil qui est fait normalement, on propose des arguments. Je sais pas, votre position sur différentes mesures sur la transition énergétique. On pourrait faire ça dans ma communauté, ça serait intéressant. Ça serait de regarder... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme expérience, par exemple? On pourrait regarder... Je prends toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et vous votez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces propositions? Vous voyez l'idée?
Ça serait une bonne expérience. Hein. Je pense vraiment que ça serait une bonne expérience. Alors, il faudrait qu'il y ait un peu de participation, etc. Mais je pense vraiment que ça serait une bonne expérience. Et après, cet outil, il va permettre de dégager des groupes en fonction des réponses. Donc, imaginons, il peut y avoir un groupe qui sera le groupe automobiliste thermique, qui va être d'accord avec toutes les propositions, sauf celle de limiter la vitesse sur la route, d'augmenter le prix des carburants, etc. Et là, ça va nous permettre de comprendre un peu ce qu'est ce groupe et en quoi il se différencie des autres. Et donc, ça permet de se rendre compte qu'il y a des propositions qui vont être consensuelles parmi tous les individus et parmi tous les groupes, et à l'inverse, il y avait des groupes qui vont se détacher, on peut essayer de comprendre pourquoi, tu vois. Peut-être que c'est parce que ces automobilistes thermiques, ils sont dépendants d'une mobilité peu chère pour travailler, aller voir leur famille, avoir des loisirs, ils sont contraints là-dessus, et ça permet de réfléchir à, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce groupe particulier. Donc ça, c'est vraiment comme ça que l'outil est utilisé normalement, c'est pour détacher ce qui est plus ou moins consensuel parmi les gens qui répondent. Et là, c'est une première représentation. On voit qu'ici, c'est des choses qui sont consensuelles. Donc en fait, c'est les sujets que les personnes qui ont répondu aimeraient bien voir traités. Et il y a des sujets qui ne sont pas du tout consensuels. Mais à travers les deux groupes. Donc là, les deux groupes, j'ai essayé de comprendre ce que ça peut être les deux groupes. En fait, il y a un groupe qui est un peu exigeant sur les sujets qu'il aimerait que je traite. Et vous voyez, ils ont essayé de mettre en avant ce qui fait un peu unique. Donc par exemple... le groupe A, là où il y a 103 individus, le groupe D, il y en a 259, et par exemple dans le groupe A, l'idée, le climat a déjà varié dans le passé, donc le changement climatique sont naturels, ça intéresse vraiment pas le groupe A, et ça intéresse beaucoup le groupe B. Et en fait, le groupe A, plus globalement, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont intéressées par un nombre plus petit de sujets, qui sont plus sélectifs, eux ils veulent vraiment que j'aille dans une direction. Alors que les groupes B, ils ont l'air cool avec tous les sujets. Donc ça m'intéresse pas trop. Ce qui va m'intéresser par contre, c'est de regarder, on va regarder quoi en pourcentage grid, de regarder un peu quelles sont les propositions où il y a eu beaucoup d'agreement, de gens qui aimeraient bien qu'on les traite. Je sais pas combien il y a eu de propositions. On en a eu 200. 200 arguments. Je vais sauter peut-être un peu. Est-ce que je peux les trier? J'aurais dû faire le traitement sous Excel avant, parce qu'on peut aussi traiter dans Excel. J'aurais dû faire le traitement sous Excel. Mais on va regarder peut-être des choses qui ont eu plus d'une dizaine de réponses. Donc là, vous voyez, ce qui intéresserait la communauté, ça serait que je regarde le type d'emballage avec le meilleur bilan carbone, vrac, plastique, papier, verre, conserve, quelle part du bilan de ce qui est emballé. Et là, une manière de le tourner, ça serait peut-être... le plastique pire que le verre, point d'interrogation. Vous voyez, un truc comme ça pour essayer de rentrer un peu dans ce qu'on essaie de faire d'une vidéo courte et un peu qui va un peu dans des arguments ou des idées reçues. Ou plastique pire que le verre, ou le verre meilleur pour l'écologie, hein, quelque chose comme ça. Sachant qu'en gros, hein, si on regarde les ACV, le problème du verre, c'est que ça a quand même pas mal d'énergie à produire et c'est un peu lourd, donc ça augmente les émissions sur le transport, ce qui fait que le plastique s'en sort souvent pas si mal. Faudrait voir, ça fait longtemps que j'ai pas bossé là-dessus, mais moi quand j'avais des cours sur l'écologie, en fait, moi j'ai fait mon doctorat dans l'analyse du cycle de vie, donc il y a une méthode un peu pour calculer ce genre de choses. Et ce qu'on nous apprenait, c'est que la première analyse du cycle de vie, pseudo, hein, c'était très basique, c'est Coca-Cola qui voulait comparer les bouteilles en plastique avec les bouteilles en verre, sur des critères économiques, mais aussi des critères un peu écologiques. Et en fait, le plastique l'emportait parce que le verre était plus lourd. Et en plus, bon, c'est produit avec du gaz. Et après, ça va dépendre, est-ce que c'est consigné ou pas. Donc il y aurait plein de choses à dire, mais c'est le type d'argument qui est intéressant, hein, je pense. Avoir un chauffage à bois limite le CO2 dégagé comparé à l'électricité, même avec mix nucléaire, car c'est du CO2 absorbé par les arbres. Donc là, il y a la question un peu de la neutralité carbone de la biomasse quand on l'utilise en tant que chauffage. C'est une question là qui est moins facile parce qu'en fait, ça cache c'est pas forcément la bonne façon de poser la question parce que derrière, il y a toute la question de ok, mais cette biomasse de bois, etc., on n'en a pas une quantité infinie, est-ce qu'on peut faire mieux que le chauffage? Donc il y a une question un peu de l'impact du chauffage au bois, mais il y a aussi la question de cette ressource limitée, est-ce que c'est vraiment le meilleur usage de la brûler? Sachant qu'il y a des alternatives pour le chauffage, alors que pour d'autres usages, ça peut être plus compliqué. Voilà. Est-ce que c'est plus précieux le bois en tant que matière première ou en tant que chauffage? Ça serait un peu plus délicat. J'aimerais bien faire des vidéos sur la biomasse, mais ça serait un peu plus délicat. Alors j'ai raté plein de remarques.
Alric 38, je crois qu'on estime à 15 points de perte de QI due aux pollutions. 15 points, ça me paraît beaucoup, hein. J'aimerais bien voir ça. Ça expliquerait certains commentaires en tout cas. Oh, est-ce que je pense qu'on peut être optimiste sur le réchauffement climatique? Ça dépend. En fait, Bertrand Cassoré, en fait, ça dépend vraiment comment on tourne la question. C'est quoi la question? Est-ce qu'on a des marges de manœuvre? Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Je pense clairement, oui. Moi, ce qui me rend plus pessimiste, c'est notamment l'état de notre sphère informationnelle. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est bien inférieur à ce qu'on pourrait faire. Il y a des raisons politiques, mais il y a aussi des raisons informationnelles. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire aujourd'hui pour réduire les impacts environnementaux. On n'en fait pas assez parce qu'on est dans un système de consommation où il y a de la publicité, etc. Mais parce qu'on est aussi dans un système de désinformation où ces leviers ne sont pas bien compris. C'est qu'il y ait des... Pour reprendre une dernière sortie de reporter, là, qu'il y ait des médias de l'écologie qui luttent aussi ardemment contre les voitures électriques, je trouve ça étonnant. Au moins, ça diminue ce que doivent dépenser les lobbies pétroliers pour le faire. Il y en a qui y gagnent, quoi. Zoom in sur le site, pardon. On peut regarder beaucoup plus près. Pas autant. Donc je prends... Ouais, voiture électrique, c'est un gros sujet d'information. Donc pareil, on va regarder ce qui est à peu près... Donc là, il y a un sujet aussi qui est intéressant. L'aviation représente moins de 5% d'émissions de CO2 mondiales, donc prendre l'avion, ce n'est pas dramatique. Ça, c'est un bon sujet. Et vous voyez qui est plutôt apprécié. Alors nous, il vaut mieux regarder de tout le monde. Mais là, sur 144 personnes qui ont voté, il y en a 75% qui pensent que c'est un sujet intéressant à creuser. Vaut-il mieux user ma voiture à essence jusqu'à la fin de sa vie ou la remplacer dès que possible par une voiture électrique neuve? Alors ça, c'est un sujet que j'avais un peu abordé dans la vidéo sur la voiture électrique. Donc ça serait relativement rapide à faire, mais ça serait intéressant. Si la Chine ne change rien, ça ne sert à rien qu'on se bouge. Ça, c'est un peu plus difficile. Après, c'est des sujets que je connais moins. Et puis, je ne sais pas si je le cadrerai comme ça, parce que ça devient difficile de dire que la Chine ne change rien. Alors, elle n'a pas passé le pic de ses émissions, mais il y a une probabilité quand même non négligeable que ce soit rapidement. Et surtout, elle a quand même déjà bien ralenti en termes d'augmentation annuelle. Donc vous voyez, si on passe un jour par un maximum, il y a une réduction de la croissance annuelle, et cette réduction de la croissance annuelle est déjà là, avec des choses qui sont quand même assez notables, notamment il y a de bonnes chances que la Chine ait passé son pic pétrolier, enfin pas son pic pétrolier, son pic de la demande pour les transports. Elle a un peu besoin pour les matières premières, mais du coup le pic de la demande en pétrole de la Chine, il est sans doute pas très loin. Voire il est plus ou moins là. Et ça, c'est lié à des politiques assez fortes d'électrification des véhicules. Alors vous allez me dire derrière, c'est du charbon. C'est vrai que pour l'instant, c'est encore pas mal de charbon, pas que, mais c'est encore pas mal de charbon. Mais la volonté politique de la Chine, en fait, c'est de sortir de sa dépendance au pétrole, parce qu'elle a du charbon. Donc ça permettrait, voilà. Je le cadrerai pas comme ça, mais il y a quand même cette question un peu de pourquoi bouger si les autres le font pas. Donc c'est question de dilemme du prisonnier, de politique internationale, toute la question des COP et de leur utilité, de où on en est aujourd'hui là-dedans, de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme meilleure organisation. Ça c'est un truc, honnêtement, ça me demanderait du temps, et surtout je pense pas que je puisse le traiter de manière assez courte. Mais bon, c'est intéressant de voir que ça intéresse la communauté pour des formats plus longs. Il me paraît intéressant d'analyser l'argument « l'humain s'en est toujours sorti, la technologie nous sauvera ». Alors c'est deux arguments un petit peu différents, je pense. Mais là aussi, alors c'est vrai que ça serait intéressant. Après, je sais pas si c'est vraiment, si j'arriverai à toucher les gens qui croient ça, je sais pas. Mais vous voyez que c'est vraiment là aussi c'est un argument qu'on croise de temps en temps, notamment quand on s'adresse au grand public, hein, cette idée de on va s'en sortir parce qu'on s'en est toujours sorti jusque-là.
Et c'est vraiment, c'est aussi une faute logique. Et je pense qu'il y a, qu'il y a une image qui est utilisée pour ça. Non, comment ça s'appelle? J'arriverai pas à retrouver l'anecdote, mais il y a cette histoire de, il y a une dinde qui est nourrie tous les matins, donc elle se dit que voilà, elle va être nourrie tous les matins jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la veille de Thanksgiving, et où elle se fait égorger. Et c'est un peu l'idée, c'est vous avez toujours respiré jusque là, c'est pas pour ça que vous respirerez toujours, quoi. Et du coup, dinde de Russell. Et du coup, c'est très étrange comme argument de. À la fois, c'est une intuition de se dire, on s'en est sorti jusque-là, donc on a des capacités d'adaptation. Pourquoi pas? C'est recevable. On a déjà rencontré des problèmes, oui. On a réussi à les régler, au moins en partie. Hein, il y en a sans doute qui sont restés sur le carreau quand même. Et ouais, la dinde de Russell, ouais, effectivement. Mais vraiment, on peut pas conclure du fait qu'on s'en est sorti dans le passé, qu'on s'en sortira dans le futur. Enfin, c'est un problème de raisonnement, quoi. C'est la faute logique cousine de celle de Fressos qui dit qu'on n'a pas fait de transition énergétique avant et donc on va pas réussir. Ouais, c'est une projection de ce qui s'est passé dans le futur. C'est vrai. Alors, des propositions qui n'ont pas reçu beaucoup de votes. Est-ce que le volume de batterie à recycler d'ici 2035 sera vraiment une catastrophe écologique? Donc là, on vient un peu sur la question des batteries. J'avais fait des trucs sur les métaux, les batteries, donc j'aurai sûrement un peu de contenu là-dessus. Ce serait intéressant de traiter l'idée, les Français ne font que 1% des émissions de gaz à effet de serre, donc ça ne sert à rien d'agir. Je trouve qu'on retrouve un peu l'idée de la Chine. Celle-là, je crois que Michael a déjà une vidéo sur sa chaîne qui est plutôt bien, donc on pourrait utiliser directement son contenu. On le résume, on le fait un peu à la sauce du réveilleur, j'améliore tout ça, quoi, évidemment. Et on a quelque chose, on aurait quelque chose de pas mal. Et c'est vrai qu'il n'y a rien sur la chaîne, il y a un bon article sur le site Bon Pote. Il y a une vidéo là-dessus sur... normalement, quelque part, je suis aveugle, mais heureusement, il y a un contrôle. La France, ce serait 1% d'émission. Bah, elle fait déjà 8 minutes. Je vais juste la reposter sur ma chaîne. Je vais lui voler et voilà. Ouais, ça paraît pas mal. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir du contenu là-dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Bonjour à tous, merci à tous qu'on prend pour le raid. Bienvenue à ceux qui ne connaissent pas. Moi je fais de la vulgarisation sur les enjeux d'énergie et de climat, et là on parle de la dernière vidéo sortie sur la chaîne qui s'appelle Très peu de CO2 dans l'atmosphère, où on regarde combien il y a de CO2 dans l'atmosphère et pourquoi l'argument climato-sceptique de dire il n'y en a pas beaucoup donc c'est pas grave, il est tout pété, et il est tout pété pour des raisons logiques. Donc n'hésitez pas à les voir. Et en fait j'avais proposé à ma communauté de me proposer des idées à debunk dans les prochains épisodes, et puis là on regarde un peu ça. Ok Alric qui nous dit qu'on a tous perdu des points de QI à cause de la pollution. Bah ça va pas nous aider, hein. Aïe aïe aïe. Il n'y aura jamais assez de véhicules électriques ou de panneaux solaires et éoliennes à cause du manque des métaux. Donc là aussi c'est un argument qu'on retrouve très souvent. Est-ce que c'est un argument qui est rapide à décortiquer? J'aurais tendance à penser que oui. Mais ça dépend les exigences qu'ont les personnes en face, quoi. En fait, il y a un premier niveau de réponse qui est que pour les métaux de la transition, il y en a vraiment beaucoup dans la croûte terrestre par rapport aux besoins, y compris d'un point de vue exploitable, et montrer un peu sur quoi s'appuie cette logique qu'il n'y en a pas assez. Il y a une deuxième question qui est un peu plus compliquée, qui est une question technique, politique, qui est ok, mais est-ce que le flux sera suffisant? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les besoins de la transition, c'est des métaux assez spécifiques qu'on n'a pas beaucoup développés jusque-là. Est-ce qu'on peut ouvrir des mines assez vite? Et ça, c'est une vraie question ouverte. Et c'est pour ça qu'il y a des rapports, y compris de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie, qui pointent du doigt le fait qu'avec les mines actuelles, on aurait des problèmes de flux. Alors c'est compliqué parce qu'on a du mal à se projeter dans le futur et on ne sait pas trop comment les technologies évolueront.
Pour prendre un exemple, quand j'avais fait la vidéo sur les voitures électriques, il n'y avait quasiment pas de batteries lithium fer phosphate qui ne demandent pas du tout les mêmes métaux que les batteries actuelles qui sont nickel, manganèse, cobalt. Et aujourd'hui, je crois que c'est 40% du marché, 30 ou 40% du marché. Donc en quelques années, vous avez ce genre d'évolution qui change complètement les projections. Mais toujours est-il qu'il y a une vraie question qui est qu'est-ce qu'on va avoir comme adéquation entre les besoins qui sont assez spécifiques en termes de métaux et la capacité de l'extraction minière de les produire. Et il y a une autre question qui est encore un peu différente, qui est celle des impacts environnementaux. Et là-dedans, dans le calcul qui est fait dans beaucoup de choses auxquelles vous êtes exposés, c'est de vous montrer les impacts environnementaux liés à la transition et d'oublier les impacts environnementaux liés notamment à l'extraction des ressources fossiles et donc qui seront évités par la transition. Et en fait, pour lutter un peu contre ça, c'est pour ça que j'avais fait la vidéo sur l'impact du charbon, hein, où on parle pas de climat, on parle vraiment d'extraction minière. Voilà, et aujourd'hui, ah oui, juste pour le fun, je peux vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. On va faire encore une parenthèse dans la parenthèse, parce que c'est un truc que j'ai vu aujourd'hui et ça vous fera, ça vous permettra de, je sais pas, peut-être de répondre à des personnes qui parlent un peu de ces sujets-là. C'est quelqu'un sur le Discord qui a mis ça. Si vous voulez rejoindre le Discord, vous pouvez, vous serez les bienvenus. Il y a des discussions qui sont trop compliquées pour moi, mais vous arriverez sans doute à les suivre. Attendez, je vais éteindre mon écran 2 secondes, comme ça vous n'aurez pas mon mail qui est top secret. De retour. Donc là, c'est un truc pour la Commission européenne, je crois, sur les métaux critiques, qui peuvent être critiques pour la transition, mais pas seulement. Il y a aussi des questions de sûreté, des questions de numérique, des questions un peu reloues. Et là, il montre, c'est un exemple, hein, mais c'est pour vous donner une idée un peu. Il regarde la déforestation qui est due à l'extraction dans le monde. Et il n'y a pas que l'extraction de métaux, il y a notamment le pire de l'extraction, il y a le charbon. Dans l'extraction dans le monde de 2001 à 2019. Et il regarde un peu, en gros, l'extraction induite par l'Union européenne ici, et puis vous devez avoir les États-Unis ici. Et vous voyez que les champions là, pour l'Europe par exemple, ça va être charbon et ça va être l'or. Si vous regardez l'Indonésie, c'est l'or, le charbon. Si vous regardez le Brésil, c'est l'or. Et la bauxite, donc bauxite c'est pour faire de l'aluminium, j'espère que je dis pas de bêtises, là je vais passer pour un amateur hein, si je me trompe. Donc vous voyez que quand on regarde la déforestation qui est liée à l'extraction minière, en fait ce qui frappe, c'est pas le lithium, c'est même pas le cuivre, vous voyez le cuivre on en a besoin pour plein de trucs, dont un peu la transition quand même. Non, ce qui frappe c'est l'or, c'est genre un métal qu'on utilise pour faire des bijoux et pour faire des placements quand les gens font n'importe quoi sur les marchés. Vraiment c'est ça l'utilité de l'or quoi. Et puis le charbon qui est le truc dégueulasse dont on veut se débarrasser. Et dans la vidéo sur le charbon, c'est de ça dont je parlais. C'est à quel point le charbon, c'est un problème à l'extraction, à la combustion, dans la gestion des déchets. Et en fait, ça, quand on a des discours sur l'impact minier de la transition et tout, ça n'existe plus. En fait, le pétrole, il pousse sur les arbres, le charbon, il pousse dans le jardin, et il n'y a qu'au moment où on doit avoir du lithium pour la batterie de la voiture qu'il y a un vrai problème d'extraction. C'est là que ça apparaît. Et quand on voit des choses comme ça, c'est intéressant parce que si vous vous dites mon problème c'est la déforestation ou mon problème c'est l'extraction minière, mais ce que vous tapez c'est pas les métaux de la transition en fait. Et ça a toujours été. Si vous regardez, je sais pas, le rapport de l'IPBES par exemple, qui est le truc sur la biodiversité, si vous regardez les sections sur le minage, le mot or il revient plusieurs fois parce qu'on sait que c'est une extraction qui est dégueulasse. En plus, si elle est faite de façon artisanale, c'est encore pire. Donc vraiment, si vous dites mon problème c'est l'impact environnemental de l'extraction minière, c'est étonnant que vous vous retrouviez à taper sur les panneaux photovoltaïques. Ça semble vraiment pas le premier truc sur lequel vous tombez. Et cette concentration des discours anti-mine sur la transition, ça interroge quand même. Hein, ça interroge. Enfin, ça interroge pas vraiment. Parce qu'on sait qu'il y a des lobbies, notamment ExxonMobil, qui ont beaucoup poussé les discours anti-mine, notamment les questions du cobalt, etc. Donc, on sait qu'il y a des intérêts fossiles qui ont désinformé sur la question. Quand c'est repris dans les milieux environnementaux sans réflexion, ça pose question. Vraiment, ça pose question. Elles sont où nos barrières dans le système informationnel? Je ne sais pas. L'or est un bon conducteur? Oui, mais si vous regardez, on peut regarder, allez, Gold Use World.
allez, est-ce que je vais me faire humilier par le premier graphique qu'on va trouver sur internet? Ouais, vous voyez, l'or, on l'utilise dans l'industrie, on l'utilise dans l'électronique. Je sais même pas ce que c'est official sector. Et puis là, c'est pour mettre dans des coffres forts, et là, c'est pour faire des bijoux. Donc c'est un peu, non seulement ça a un impact qui est monstrueux, mais pour une utilité sociale qui est discutable. Vous voyez, d'un point de vue démocratique, est-ce que vous avez envie qu'on saccage votre forêt pour offrir une dot en or, ou pour que quelqu'un qui est beaucoup trop riche puisse garder des lingots dans son coffre? Je sais pas. Alors que la question se pose d'ouvrir une mine au lithium pour réduire les impacts du changement climatique qui vont vous faire chier aussi, et la pollution de l'air qui peut vous faire crever aussi. Vous voyez, la question politique n'est pas du tout la même. La question politique n'est pas du tout la même quand il y a un intérêt à réduire d'autres impacts. Et donc effectivement, c'est utilisé dans l'électronique. Mais franchement, on arrête de faire des bijoux, on utilise ce qu'on a dans l'électronique, on n'a plus besoin d'extraire de l'or. Je sais pas à quel point c'est clair ou c'est scandaleux ce que je suis en train de raconter, mais ça me paraît assez basique. Aujourd'hui, si vous voulez lutter contre l'extraction minière, vous posez la question de qu'est-ce qu'il y a d'impact et pour quelle utilité. Et si vous faites ce calcul-là, et panneau photovoltaïque, ça va pas arriver en pole position. Faut quand même bien descendre dans la colonne pour... Et pire que ça, si vous faites ce calcul-là, vu que ce qu'on essaie de faire, c'est notamment de virer le charbon, il y a quand même des chances que ce que vous trouviez à la fin, c'est que vous réduisiez l'impact de l'extraction. Ah voilà, je me fais chauffer par les propositions de mes abonnés, qui sont des bonnes propositions, vous voyez, j'ai plein de trucs à dire. Il y a un intérêt chimique, c'est l'une des matières les plus stables, c'est d'ailleurs pour cela que ça a été utilisé dans l'Antiquité pour faire des bijoux, car ça ne s'oxyde pas. Ouais, on peut discuter de ça, on peut discuter de l'intérêt d'avoir cet impact environnemental pour avoir des bijoux qui ne s'oxydent pas. Pourquoi pas, mais il faut avoir conscience de ça. Ouais, ça mériterait un contre-discours, mais c'est pareil si... En fait, là aussi, il y a une question stratégique un peu compliquée qui est... si on décide d'attaquer ce type de discours, qui sont bien établis... En fait, je pense qu'il y aurait deux stratégies assez différentes. Il y aurait une stratégie de souplesse illimitée, où je serais quelqu'un de réactif qui travaille très vite et qui a des gens sous le coude. Et dans ce cas-là, dès qu'il y a une connerie qui est identifiée, on répond très vite. Vous voyez, et ça veut dire suivre ça. Ça veut dire s'infliger les interviews de Thinkerview, par exemple. La misère. Et on répond très vite et on essaie qu'elle ne se répande pas. Une fois que cette truc-là, elle est répandue, c'est dur d'aller la sortir de la tête des gens. Et pour le faire, moi j'ai l'impression qu'il faut des vidéos qui soient perçues vraiment comme crédibles, donc qui vont assez loin dans les arguments, qui présentent les sources, etc. Et ça, c'est très long à faire. Vous voyez, je ne sais pas si aujourd'hui on peut attaquer une idée qui est très répandue avec une vidéo courte. C'est une vraie question, mais ça me paraît difficile. Et puis on rentre dans des dynamiques d'affrontement de communautés, dans des... Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu quelqu'un me dire il y a pas longtemps que les personnes qui interagissent avec un LLM, mettons, qui interagissent avec ChatGPT ont plus de facilité à changer d'avis qu'en interagissant avec un humain. Et je pense que là-dedans, il y a des biais qui sont assez faciles à comprendre. C'est que si ça fait des années que vos choix, vous les faites parce que vous avez entendu un interlocuteur sur Thinkerview vous parler des mines, ça va être très dur que vous admettiez avoir eu tort. Et revenir là-dessus. Et vous avez poussé ce discours. Donc si vous revenez là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez alimenté une désinformation qui vous nuit en fait. Vous voyez, vous rentrez dans des dynamiques qui sont très très compliquées. La chimiste franco-américaine Marie Perrin, 28 ans, vient d'être primée par l'Office européen des brevets pour sa méthode d'extraction des terres rares jugée plus propre et plus durable. Merci pour l'info 2020-2020. Effectivement, les terres rares, c'est assez emblématique. C'est assez emblématique de ce discours sur les mines. Je ne sais pas s'il y a un truc sur les terres rares dans les retours. Parce que les terres rares, en fait, il y en a pas mal dans le sous-sol. Et puis le problème, c'est que c'est compliqué à dissocier et à extraire et à purifier, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des impacts écologiques. Mais en fait, si vous regardez en nombre de mines, sur un truc comme ça,
Les terres rares, vous les verrez jamais parce que c'est vraiment des quantités en termes de volume qui sont petits, qui sont vraiment petits. On va regarder sur l'USGS. Allez, juste pour se marrer, on va regarder. Donc je vous ai dit, le charbon, c'est 8 milliards de tonnes. Le charbon, c'est 8 milliards de tonnes. On va regarder la production annuelle de terres rares. La production annuelle de terres rares en 2025, elle était en 2024, de 390 000 tonnes. Donc il y a un facteur 20 000 entre les deux, quelque chose comme ça, en termes de quantité. Et en plus, là, on ne doit même pas être en pur, on est en oxyde. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment le truc. Et en fait, pendant très longtemps, enfin, je sais pas, pendant une quinzaine d'années, j'avais parlé de ça dans la vidéo sur les terres rares, parce que ça, j'ai déjà couvert, hein, quand même, les terres rares. C'est une vidéo qui vieillit assez assez bien. Bonjour. Il y a eu quelques problèmes géopolitiques, donc le monde s'est dit, on va peut-être diversifier et arrêter d'extraire qu'en Chine. Mais il y a eu un moment où il y avait de l'extraction quasiment que en Chine. Je sais pas où sont les graphes. Et en fait, à ce moment-là, ça venait essentiellement d'une mine, je vous dis de mémoire, hein, qui est la mine de Bangqiao, qui est une mine dégueulasse. Hein. Donc, non, pas du tout. Bangqiao, c'est le barrage. Qui est la mine de... Je vais pas retrouver. De tête, je vais pas retrouver. Il y a trop de réactions. Je peux pas tout prendre. Et juste pour finir là-dessus, ouais, c'était surtout une mine. Ah putain, elle est connue en plus. Et qui est une mine de fer. C'était une extraction de fer, hein, l'extraction primaire, et en co-extraction, il y avait des terres rares. Et les terres rares, il y en a partout. Il y en a dans tout le numérique, il y en a dans les répéteurs Wi-Fi, enfin sans terres rares, il n'y a pas de numérique. Hein. Il y en a dans les écrans de télé, il y en a dans les pots catalytiques des voitures thermiques, des terres rares. La pierre de briquet, c'est une terre rare. Par contre, où est-ce qu'il n'y a pas de terres rares ? Dans les panneaux photovoltaïques, il n'y a pas de terres rares. Dans les batteries NMC ou LFP, il n'y a pas de terres rares. Il y en a dans les moteurs de beaucoup de voitures électriques parce qu'il y a des aimants permanents, mais il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Dans les éoliennes terrestres, il n'y a quasiment pas de terres rares. Il y en a surtout dans l'éolien en mer. Pour des raisons d'entretien plus faibles. Et cette question des terres rares, elle est présentée comme un problème posé par les technologies de la transition, quoi. C'est un truc de fou. Et si vous lisez même sur des médias de presse généralistes, on vous présente les terres rares comme technologie clé et des batteries et des panneaux photovoltaïques. C'est genre... je sais plus quoi dire. Des fois, je lis ça, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, ma sanité, elle vient de sortir par la fenêtre, là. Alors, je vérifie, vous savez, je prends le ChatGPT et je lui demande, est-ce qu'il y a des terres rares dans les panneaux photovoltaïques ? Et il me dit non. Je suis là, ah oui, ben, au moins on est d'accord tous les deux, quoi, c'est bien. Et quand ChatGPT devient votre rempart, la rempart de votre sanité, ça en dit quand même long, hein, sur l'état informationnel du monde, quoi. Les terres rares, on en met quelques grammes par-ci par-là, mais il faut déplacer des tonnes de terre pour en trouver quelques centaines de grammes. Bah ouais, non, ça dépend où tu les prends, dans quel minerai, et si c'est en co-extraction ou pas. Alors c'est vrai qu'il y a quand même cette question des teneurs, hein, qui sont vraies pour beaucoup de minerais. Par exemple pour l'or, une raison qui explique ce qu'on a vu, hein, l'impact assez important, c'est que je crois que le tonnage moyen c'est 1 gramme d'or par tonne de roche, un truc comme ça. Bayanobo, merci beaucoup. On va pouvoir aller voir la mine. Voilà, on aura une image Wikipédia au moins. Donc vraiment, c'est une mine, vous voyez bien que c'est pas beau, quoi. Vous n'avez pas envie d'habiter ici, il y a des tailing ponds et tout, c'est un peu au milieu du désert, donc quand c'est sec, il y a du vent et vous prenez tous les métaux lourds, quoi. C'est une mine qui était catastrophique, mais c'est une mine de extraction de terre rare, nanana, 50 000 tonnes, nanana. Ah, ils mettent pas que c'est du fer, ça se trouve, je me plante. Et c'est vrai que cette mine est rare. Mais c'est intéressant parce que avec cette mine, il y a eu tout un battage médiatique, alors que des mines, je sais pas, de charbon par exemple, il y en a des centaines dans le monde. Ce qui fait que l'impact final du charbon, c'est quand même
bien supérieur, même en termes juste d'activité minière, que les terres rares. Mais bon, merci Guillaume Pitron, hein, j'ai envie de dire. Donc là, vous voyez, ils ont fait 1 million de tonnes de stoxide de nobium, qui est utile pour les aimants, hein, qui est quand même la grosse spécialité de la Chine, et 470 millions de tonnes de fer. Et ils ont de la fluorite. Super. Bref, je vous fais tout ça de tête, ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que je rempile? Ah ah. Je vais être obligé de ne pas être sympathique avec tant de gens. Je sais pas, je dirais que la première approximation quand vous posez des questions sur un expert médiatique, c'est de regarder sa crédibilité universitaire. Vous regardez sa formation, ce qu'il a publié, ce qu'en disent ses pairs, s'il a publié, et ça vous donnera un peu une idée. Si vous utilisez ce genre de filtre, franchement, vous en sortez. Hein. Après, il y a des exemples un peu plus compliqués, parce qu'il y a des personnes qui ont une légitimité universitaire, qui peut être plus ou moins de shit. Hein. Mais c'est... Après, ouais, pourquoi pas. Je pourrais faire la même chose, hein. Je pourrais mettre sur police tous les noms des gens à qui vous faites confiance, et puis je regarde celui qui arrive au top. Mais j'en fais un par an, hein, parce que j'ai déjà assez d'interactions problématiques. Bref. Bah ouais, des universitaires qui publient du bullshit, il y en a aussi. Mais il y en a moins déjà, parce que bah, tu mets un gros filtre au début, donc tu te retrouves avec moins de personnes dans l'absolu. Et j'espère que si on regardait en relatif, il y en aurait moins aussi. Mais surtout, à mon avis, il y a un argument là-dedans qui est intéressant, qui est de se dire... En fait, on peut pas empêcher n'importe qui de raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et on peut pas exiger des scientifiques qu'ils répondent. Parce que souvent, les gens qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ils vont se mettre à exiger que des scientifiques leur répondent, qu'on leur présente des études, leur donnant tort, etc. Mais vous voyez bien que si on a 30 millions de Français qui commencent à inventer des trucs dans leur tête, qui rendent impossible la transition et qui exigent que les scientifiques travaillent pour leur répondre, on a un problème, quoi. C'est qu'on n'a pas assez de scientifiques, et surtout, ils ont peut-être mieux à faire, quoi. Par contre, s'il y a des universitaires qui commencent à raconter n'importe quoi, là, ça engage un petit peu la structure scientifique, et dans ces situations, il peut y avoir des réponses d'autres universitaires. Et là, quelque part, on pourrait dire, ok, les scientifiques, on ne peut pas vous demander de faire le ménage partout, mais on peut peut-être vous demander de faire le ménage entre vous. Et puis après, c'est aussi, quand vous regardez un peu la formation de la personne ou ce qu'elle a publié, bah vous pouvez vous mettre à croire cette personne que sur son domaine d'expertise, parce que pour prendre quelques grands noms, en France on a eu quand même Claude Allègre et Vincent Courtillot entre autres, hein, qui ont raconté pas mal de sornettes sur le changement climatique. C'était des grands scientifiques. Vincent Courtillot, on pourrait regarder, mais il avait médaille d'or de je sais pas quoi, du CNRS, et dans son champ d'expertise, c'était quelqu'un qui, à mon avis, était brillant. Hein. Et j'avais regardé un peu des papiers qu'il a fait sur des sujets d'extinction de masse, je me plante. Et c'est bon, hein. C'est formation, carrière universitaire, enseigné à Stanford, Caltech. Je crois qu'il a eu médaille d'argent du CNRS, chevalier de la... Vous voyez, du point de vue du journaliste, il a un crédit. Un journaliste qui l'invite lui en disant bah, c'est pas à moi de séparer le vrai du faux, je peux l'entendre si on laisse Vincent Courtillot s'exprimer sur ce sur quoi il a un crédit. C'est un peu ça aussi. Ah ok, tout se comprend, tu penses qu'il est de plus en plus visible. Je me rends pas compte de ça parce que j'essaye de pas trop regarder quand même ça. Donc toi tu penses que qu'il est de plus en plus visible. C'est intéressant. Nayoche, Jean-Pierre Petit était directeur au CNRS, mais il prétend aussi être contacté par des aliens. Je sais pas, ça ferait un premier filtre. Et si je devais... ouais, quelque part, regarder... Enfin...
regarder les arguments problématiques émis par des personnes avec un crédit universitaire, ça diminuerait quand même beaucoup la tâche. Ok. Alors, est-ce que je reprends les autres arguments quand même? Alors, des arguments qui sont moins faciles, je pense. Alors lui, il a respecté la consigne, merci beaucoup. À notre échelle, France particulier, il n'y a aucune chance de gagner, de changer quoi que ce soit. Donc là, ça serait discuter un peu de l'idée, on peut régler le changement climatique avec des gestes individuels. Et on retrouve l'idée de la France. Enfin, France particulier, c'est deux questions assez différentes quand même. On retrouve la France, c'est 1% des émissions. Et puis l'idée de, est-ce qu'on peut changer la société avec des gestes individuels? Ça serait une question, ça c'est une question intéressante. Et notamment, moi je sais que dans les petits cours que je donne, je donne des trucs sur des problèmes environnementaux qu'on a réglés, qui étaient beaucoup moins graves, hein, mais je sais pas, la question du plomb dans l'essence, la question du trou dans la couche d'ozone, la question des pluies acides, et montrer qu'effectivement, dans ces situations, ça n'a pas été une somme de gestes individuels. Il y a des gens qui se sont mobilisés, mais ce qui s'est passé au final, c'est qu'il y a eu des pressions sur le politique qui a mis en place des réglementations. Enfin, s'il n'y a pas de plomb dans l'essence que vous avez à la pompe, s'il n'y a plus de plomb dans l'essence que vous avez à la pompe, c'est parce que ça a été interdit. Si on avait dû convaincre tout le monde d'acheter une essence un peu plus chère où il n'y avait plus de plomb, il y aurait encore du plomb dans la pompe à l'essence. Vous voyez, et donc ça serait intéressant. Je ne sais pas comment le faire en 10 minutes, peut-être en montrant ce type d'exemple, en montrant que la logique est simple, c'est vu qu'on ne pourra jamais convaincre tout le monde, 1, parce que on ne peut pas convaincre tout le monde, 2, parce que tout le monde n'a pas le temps de s'intéresser à toutes les questions et d'être convaincu de tous les sujets, et ça veut dire que la seule manière de faire des changements structurants importants, c'est une échelle politique. Interdiction de la vente de voitures thermiques, tarification du carbone, enfin c'est des choses qui existent déjà. Je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on va y arriver, je dis juste que moi j'arrive pas à comprendre comment on peut croire que des changements individuels sont suffisants. Voilà. Lutte contre le changement climatique n'avance pas, montrer les avancées même si le chemin reste long. Alors ça c'est une bonne idée aussi. C'est une bonne idée aussi. Franchement, j'aime bien les réponses que j'ai eues. Il y a pas mal de bonnes idées. Une chaîne qui fait un peu ça, si vous regardez des choses en anglais, c'est Simon Clark. Qui montre un peu voilà, par exemple quel progrès avons-nous réalisé en matière de changement climatique. Et on voit que ça fait des vues par rapport même à ses autres vidéos. Ça fait des vues. Et lui, c'est quelqu'un de solide. Ça dépend si le PDG de Total change individuellement ses futurs investissements. Je sais pas, Rime le Mage. Même si le PDG Total il fait ça, est-ce qu'il n'y aura pas un autre à la place qui ira chercher les ressources fossiles? Donc ça dépend si tous les PDG changent individuellement de compagnies fossiles, changent individuellement leurs futurs investissements. Ah pardon, je prends au pied de la lettre moi. Bonsoir, selon moi le seul fit c'est la compréhension, le reste c'est du proxy qui montre une incompétence à juger soi-même et s'en remettre à celui des autres. Qui même en ayant des consensus repose sur des présupposés épistémologiques qui auraient pu diverger. En gros, suffit de penser comme le groupe qui nous valide et avec les mêmes codes pour se faire valider par lui. Alors si on change ontologiquement les fondements, le jugement des pairs devient moins pertinent. Alors moi je suis pas du tout d'accord, et notamment parce que j'ai fait de la recherche. Et quand tu fais de la recherche, tu te rends très vite compte à quel point c'est illusoire de croire pouvoir tout comprendre. Et clairement, moi je pourrais pas tout vous expliquer sur le changement climatique. Et le changement climatique, c'est qu'un des problèmes qu'on a. On pourrait parler de la perte de biodiversité, d'autres problèmes environnementaux, on pourrait parler de problèmes sociaux, on pourrait parler de la montée du fascisme, de la montée de l'autoritarisme, des guerres, des géopolitiques, des questions d'épuisement de ressources. On pourrait continuer comme ça longtemps. Et même sur le changement climatique, qui est un truc que j'étudie à plein temps depuis plus de 10 ans, je pourrais pas tout vous expliquer. Et même avec ce que je vous explique, je délègue une bonne partie de mes connaissances. Je vais lire des rapports, je vais lire des études. J'ai pas fait toutes les expériences moi-même, j'ai pas recompilé toutes les données. Et ça revient à je pense que ça revient à une très vieille. Je pense que ça vient à un très 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 vieil exercice mental qui s'appelle
Enfin, moi, ça me fait toujours penser à un truc que j'ai lu il y a longtemps qui s'appelle la veste en laine d'Adam Smith, ou Adam Smith, hein, donc c'est pas tout jeune. Hein. Il expliquait en gros qu'une veste en laine, vous pourriez pas la faire tout seul. C'est illusoire de croire que vous pouvez faire une veste en laine tout seul. Et en fait, tout ce qu'on a là autour de nous, si on a tellement de trucs, c'est parce que on jouit des connaissances et des compétences qui sont accumulées par un très grand nombre de personnes. Dans une veste en laine, il y a quand même plein de personnes qui vont travailler à différents endroits, qui travaillent sur des machines qui ont été faites par plus de personnes, qui jouissent de connaissances qui se sont accumulées sur des siècles. Et c'était déjà vrai de la veste en laine d'Alan Smith, et ça sera encore plus vrai d'un téléphone aujourd'hui. Personne ne serait capable de faire un téléphone. C'est... Ouais, je ne saurais pas vous renvoyer sur du bon contenu qui parle de ça, à part vous renvoyer sur... je sais plus où je l'ai entendu. Et du coup, dans les sciences, c'est encore plus vrai. Et même les personnes qui font les expériences, est-ce qu'elles ont construit leur Michelson ou leur Loop ou leur spectro de masse? Et est-ce qu'elles sont vérifiées? Vous voyez, toutes les petites briques en dessous. Enfin, c'est impossible. C'est impossible. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que le fonctionnement de nos sociétés repose sur des liens de confiance entre les acteurs. Merde. Pourquoi j'ai cliqué sur une pelle con? Et si on va un peu, si on peut se manger les pieds dans le tapis, c'est parce qu'on perd cette confiance et cette illusion qu'on peut tout comprendre soi-même, c'est... Je dis pas qu'il... Enfin, et moi je dis ça, je fais des vidéos hyper longues, hein, où je vais creuser les sujets, où j'essaie de comprendre plein de trucs moi-même, où en fait quand je dis un truc, c'est que je l'ai à peu près compris. Et même en faisant ça, je suis obligé de me reposer au bout d'un moment sur une source ou un truc comme ça. Et en faisant ça, je me rends compte que... il y a beaucoup de gens qui parlent de ces sujets-là et qui n'ont pas compris les choses, qui racontent à peu près n'importe quoi. Alors c'est sans doute, ouais, c'est possible que ce soit Monsieur Phi. Mais c'est intéressant de réfléchir à ça, de réfléchir à juste tout ce que vous avez là autour de vous qui fonctionne et tout, vous le devez à quoi en fait? Et ça, enfin, je vous abandonne dans la forêt, même se faire un Big Mac, c'est compliqué. Hein. Donc un smartphone, encore des digressions, je ne fais que digresser. C'est aux super riches de réduire l'empreinte carbone, il faut foutre la paix aux autres. Ça serait intéressant. Je pense qu'on a un peu couvert ça dans une vidéo pour Le Monde, avec Loïc. Les énergies renouvelables augmentent les émissions de CO2 parce qu'il faut des centrales au gaz de backup. Ouais, la question de l'intermittence, classique. Combattre le réchauffement climatique est coûteux, une contrainte, et nous appauvrit par rapport aux autres pays qui ne le font pas. On sort un peu de mon domaine d'expertise, je peux galérer un peu plus là-dessus quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme autre truc? Éoliennes, panneaux solaires en France ne font pas baisser les émissions de CO2. Puis là on rentre, on commence à avoir plus d'avis négatifs. Et par contre ce que je voulais voir aussi c'est les trucs qui ont été rejetés un peu. Bon, les trolls quoi. Voter en accord à mon commentaire est plus écologique que voter en désaccord. Ok. Ce mec me chauffe tellement que je dois être à l'origine d'au moins la moitié du réchauffement climatique. Ok. Un plot de JMJ donné COP et CO2 en fonction du temps, mais avec l'inertie du monde, qu'attendre pour quelle réduction d'émissions? Je pense que ça n'a pas été compris en fait. Et je comprends pas trop. Pourquoi mesurer par rapport à leur surface que par rapport à leur population? Ouais, c'est des choses majoritairement qui sont pas comprises. Ah, le truc sur le projecteur vs télévision, c'est pas très apprécié. Analyser les principes de la santé planétaire. Ça n'intéresse pas grand monde apparemment. Vu comme il fait froid cet hiver, faut croire que le réchauffement climatique était en grève. Ouais, c'est des questions de formulation, je pense. Alors là, ça serait analyser l'idée. Les nombreux essais de bombes nucléaires dans l'atmosphère ont largement contribué au réchauffement climatique. Et je pense que dans ce cas-là, ça n'intéresse pas trop la communauté parce que c'est pas une idée qu'on rencontre. Chaque action humaine a la même importance et le même effet sur le climat qu'une autre type d'action. Ah, vous voyez, ça fonctionne pas si mal parce que dans les commentaires où on a beaucoup de pourcentages positifs, on a quand même des propositions qui sont intéressantes.
Et vous voyez que je peux rapidement embrayer sur des choses que je connais. Il faudrait travailler plus que ça, mais c'est pas si mal. Et dans les trucs qui sont fusés, c'est un peu les trucs qui fonctionnent pas. Alors je dis pas que c'est le meilleur outil, hein. Il y a peut-être mieux comme outil, mais franchement, est-ce qu'on a en tête là? On peut déjà choisir un argument et essayer d'en faire quelque chose. Il faudra qu'on voit avec Michael ce qui nous intéresse pour bosser dessus. Je sais pas quelle sera la fréquence. Il y a aussi des trucs débunkés 1000 fois, j'ai voté non dans ces cas, car je pense pas que ça vaille le coup d'y revenir. Ouais, c'est la logique. C'est qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous là-dedans, quoi. Blue Blip, il nous dit, en une phrase, il existe des sauts qualitatifs dans la réflexion qui sont ontologiques et empêchent parfois de pouvoir avoir des consensus, puisqu'il s'agit de remises en question fondamentales qui sont parfois justes, mais sont difficilement évaluables avec pertinence par les pairs sans passer par une compréhension herméneutique approfondie de ce que la personne apporte. Je pense comprendre un peu ce que tu veux dire, mais ça me semble pas être un argument pour dire que tout le monde doit tout comprendre, quoi. Ça me semble être un argument pour la construction des théories alternatives dans le champ scientifique, quoi. C'est... Bref, c'est un peu trop poussé, je pense. Voilà, j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais vous montrer. On a parlé de plein de trucs que je pensais pas vous montrer. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des choses qui traînent? Le blip, j'ai pas dit que tout le monde devait tout comprendre, je dis juste que si tout le monde fait confiance à quelqu'un d'autre, on peut relayer des choses fausses en pensant que ce soit vrai et avoir des aberrations. Ah oui, oui, non mais c'est vrai. Là je comprends mieux ce que tu veux dire, mais du coup c'est une réflexion sur la manière dont sont construites les connaissances au sein du champ scientifique et comment apparaissent des théories alternatives et comment elles parviennent à s'imposer, quoi. J'avais lu de l'épistémologie sur ces questions-là, mais ça fait quelque temps. D'ailleurs, j'aimerais te demander si tu tiens encore le coup. Ton moral n'a pas l'air au top ce soir, je me fais du souci. Moi, c'est sympa. Bah écoute, ça fait 10 ans, donc la question de la pertinence de la chaîne se pose quand même de temps en temps. Après, moi je tiens le coup, hein. Le risque c'est pour le réveilleur, hein. Mais le réveilleur c'est pas moi, hein, ça ira. Non, mais faut que je trouve... faut que je trouve une place qui continue de me paraître pertinente. En fait, moi, je fais ça parce que je pense que c'est important de parler de ces enjeux, parce qu'on a quand même un intérêt collectif, et j'ai un intérêt individuel, hein, parce que je prendrai les dommages comme tout le monde, à lutter contre le changement climatique. Je pense qu'on peut en faire plus et qu'on n'en fait pas assez. Une fois que j'ai dit ça, la chaîne continue d'avoir une pertinence si je juge qu'elle a un impact. Et toute la question de est-ce que je peux vraiment juger cet impact, mais ouais, la survie de la chaîne repose un peu là-dessus quand même. Elle repose sur la perception que j'ai de son impact. Et ouais, l'écosystème informationnel sur les enjeux environnementaux me laisse un peu songeur. Et de plus en plus, j'ai pas l'impression que le fait qu'on en parle plus et qu'il y ait des nouveaux acteurs améliore beaucoup les choses, quoi. Je sous-estime mon impact et je peux pas toucher tout le monde. Ouais, mais ça c'est une vraie question. Je sais pas trop comment estimer cet impact. C'est pas évident. C'est pas évident de savoir si ça fait une différence d'être là ou pas. Parce que après, alors j'ai plein de mails et de commentaires sympathiques, hein, je dis pas l'inverse, et c'est sûr que ça permet de tenir, y compris quand ça vient de personnes qui connaissent bien les sujets. Mais bon, si je vais voir des chaînes que je pense être des chaînes qui désinforment clairement sur un certain nombre d'enjeux, ils ont aussi plein de commentaires sympathiques, et je suis sûr qu'ils reçoivent des mails sympas, hein. Je suis sûr que les masculinistes sur YouTube ont plein de fans, hein, ça fait pas trop de doute. Je suis pas certain que pour autant ils aient un impact positif sur la société dans son ensemble. Donc c'est dur de juger l'impact qu'on a, quoi, c'est tout.
Se présenter au présidentiel. Ouais, je sais pas. Faudrait que je sois un ancien banquier d'affaires. C'est trop de travail, c'est trop de travail. Ça doit être dur en politique, franchement, ça doit être dur. C'est un niveau de conflictualité qui est encore au-dessus de ce que j'ai moi. Ah, ça me fait plaisir que vous soyez quelques-uns à me dire que j'ai un impact. Un maire dans le chat pour commencer les 500 signatures. Ah, il y a mieux que moi. Hein. J'ai quoi comme compétence pour être politique en vrai? Moi, je sais écrire des textes et faire de la vulga compliquée et lire des scripts. Lire des scripts à la limite. Mais... Mais non, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On va se faire un groupe anonyme. Bonjour, moi c'est Rodolphe. Aujourd'hui j'ai entendu beaucoup de bêtises. Ça me fait plaisir d'avoir des gens qui sourcent leurs propos et qui essayent de pas faire de fautes logiques à toutes les phrases. Ouais, non mais c'est ça va. Ça va. Il y a des moments où on se pose plus de questions que d'autres. Voyez. 10 ans de la chaîne quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Je fais ma crise de quarantaine un peu en avance. Il y a des personnes qui se posent la question de l'utilité de leur travail à cet âge-là et qui vont élever des chefs dans le Larzac, hein, qui sortent d'un truc pour en entrer dans un autre. Moi, je travaille déjà un peu sur ce qui me paraît pertinent dans cet écosystème de l'information. Bref, franchement, je sais pas. On en reparlera. Hein. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Ça intéresserait peut-être la communauté. Elle me dira ce qu'elle juge pertinente. Je vais faire ça. Je vais faire des choix par proxy. Je vais utiliser l'intelligence collective. Dis-toi que tu fus l'un des pionniers de la vulga scientifique. Je pense pas en vrai. Il y avait déjà, je sais pas, il y avait déjà y pensé depuis longtemps hein, quand j'ai commencé. Mais il y a de multiples petites chaînes YouTube qui arrivent et font elles aussi par déterminisme la plupart du temps. J'ai pas compris. Tu as donné de l'espoir, tu as créé un mouvement inspiré peut-être. Non mais c'est... Non mais c'est... Vous êtes hyper gentils les gens de me rassurer comme ça. Mais c'est un calcul ouais de l'impact que je perçois par rapport à l'effort que ça me demande ou par rapport à ce que je pourrais imaginer comme autre impact ailleurs. C'est juste ça. Le frère d'un pote l'avait vraiment fait, d'architecte d'intérieur à éleveur de chef dans le Larzac, il a joué l'archétype à fond. Hugues Grimpère me dit... Pas pour être politique, mais participer à des meetings sur l'environnement, politique environnementale, venir faire des formations pour des militants de différentes obédiences politiques, mais sont sensibles à ces enjeux. Je sais pas, j'ai quand même l'impression que les politiques savent pas si mal s'entourer sur ces sujets-là. Bref. Ouais, bah écoutez, peut-être on fera un live un jour là-dessus. Si j'ai envie de faire une petite vidéo, on pourra discuter de quelle utilité pour la chaîne de Rivière, quel positionnement serait le plus pertinent. Est-ce qu'il faut continuer à faire des sujets de fond? Est-ce qu'on doit vraiment s'embêter à lire des rapports? Est-ce qu'il faut être plus rapide et faire tout faire par ChatGPT? Est-ce qu'il faut être plus incisif envers des mauvais discours? Mais à ce moment-là, ça pose toute la question de affaiblir son camp, nanana. Ouais, pas évident, quand on se creuse trop la tête. Finalement, on finit par comprendre, hein, les personnes qui inventent qui invitent n'importe qui pour raconter n'importe quoi, ça demande quand même moins de réflexion et il y a juste à tendre un micro et à dire liberté d'expression. C'est quand même plus facile. Hein. Des fois, je me dis comme ça, imagine en fait, tu te dis que c'est ok de raconter n'importe quoi. Le poids en moins, c'est incroyable, C'est... Les ornithorynques savent voler. Vous voyez, ça vient très vite en plus. Raconter n'importe quoi, c'est très très facile. Hein. C'est très facile. C'est très facile. Le rouge et le bleu, tout le monde sait que ça fait du jaune. Voilà, c'est incroyable. On peut dire tellement plus de choses.
Finalement, je peux comprendre hein, ceux qui sont dans ce délire de raconter tout ce qui leur passe par la tête et de faire croire que la vérité leur est venue sous la douche. C'est psychologiquement, c'est quand même plus facile que d'essayer de faire l'inverse, quoi. Voilà, sur ces belles paroles, ben, écoutez, prenez le temps de raconter n'importe quoi. Vous verrez que ça permet une forme de délivrance, quoi. C'est la transition énergétique est impossible jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Waouh, ça fait du bien, ça fait du bien. Franchement, c'est top. Sur ces belles paroles, eh bien voilà, on a quand même fait le live post-publication de cette petite vidéo. Vous pouvez espérer une autre vidéo avant la fin du mois, sur de la didactique de l'effet de serre. Donc vraiment, comment expliquer avec le moins de notions possible l'effet de serre. J'ai travaillé avec des chercheurs pour le coup, il y aura même une interview, ce qui est une première sur la chaîne. Il y aura des belles animations, je mettrai ma tête dans un sac poubelle. Voilà, parce que j'ai pas de limite dans ce que j'accepte de faire avec ma propre personne. Après, vu que j'ai accepté de passer sur le plateau de Balance ton poste, je suppose que mettre la tête dans un sac poubelle, c'est quand même moins humiliant. Mais vous verrez ce type de superbes scènes, donc soyez là, continuez de suivre la chaîne et il y a d'autres projets en cours, il y a plein de choses intéressantes dans ma tête, il faut juste que je priorise, que je me mette des coups de pied au cul, et que ça sorte. Ah ah, un prof de physique chimie au collège, c'est ma cible prioritaire. Enfin, c'est la cible des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. L'interview, c'est pas une première sur la chaîne, Stéphane Debove l'a fait sur ta chaîne. Je croyais qu'on avait surtout mis dans la deuxième partie les interviews. Je me souviens plus s'il y en avait dans la première. C'est possible. Avec effet de serre naturel, cela diminue la capacité de la Terre. Bon, vous inquiétez pas, je néglige pas ma fille, je me néglige pas. La priorité c'est là. De toute façon, si moi je veux pas bien, il n'y a plus de chaîne. Donc vous inquiétez pas, je prends soin de moi. Le risque, c'est pour la chaîne, à la limite, si je me fatigue, mais je fais attention. J'ai fait balance ton poste. Ouais. J'ai été défendre la tasse carbone devant les gilets jaunes. J'ai fait pas de limite. Il y avait François de Rugy aussi. J'ai serré la main à François de Rugy. C'était incroyable. C'était pas du tout incroyable. C'était le jour de ma vie où j'étais le plus énervé, je pense. Mais il y a une vidéo sur la chaîne où je raconte un peu ça. Si ça t'intéresse, pied-poite. J'avais fait un petit vlog. Alors il n'y a pas les passages parce qu'il y a des questions de droit à la télé, mais je raconte un peu mon expérience. Homo Fabulus a l'air de essayer de maximiser son impact. Mais Homo Fabulus, c'est une stratégie aussi qui est intéressante. Il s'est dit, voilà, moi je fais des trucs que je juge corrects, et puis j'essaye de pas me prendre la tête sur les réseaux sociaux et tout. Hop, il s'éloigne un peu de tout ça, il vit sa vie, il essaye de faire ce qu'il juge pertinent, il essaye de le faire au mieux. Et mais après, je rigolais un peu sur l'IA parce qu'il y a quand même des contraintes. Par exemple, utiliser des illustrations de l'intelligence artificielle, je peux pas vraiment. Et je pense que ça pose quelques soucis. Est-ce que de Régis sentait le homard? Bah pas cette fois, mais... Je sais pas si je retournerai... Je sais pas si c'est un bon calcul d'y aller à l'époque. Ok. Bon, j'ai beaucoup trop parlé comme d'hab. Live. Je vous envoie en raid. Où ça que je vous envoie en raid? Lancer un raid sur une chaîne secondaire. Est-ce que vous avez des idées? Je peux vous envoyer regarder du League of Legends. Il y a Samuel Etienne.
trop d'idées. Hein. C'est qui Vissam? Counter. Age of Empire 2. Il y a vraiment du tout sur Twitch. Hein. J'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. C'est vraiment juste Vissam. Pourquoi je le trouve pas? J'ai Vissam Dom, Visang Zelka, Visamus. Just chatting. Ok, bah je ne connais pas. Je ne connais pas du tout, mais je peux vous envoyer en raid là-bas. Donc, bah merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos messages sympathiques de soutien. Je retiens tout ça et je prendrai mes jours fériés du mois de mai. Voilà. Allez, à la prochaine. Et voilà, profitez.